Bien, mes chers collègues, je vous propose de commencer pour poursuivre notre cycle d'audition consacré à la défense globale et à ce titre d'accueillir Monsieur Marc Fesneau, ministre de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire. Merci beaucoup, Monsieur le ministre, d'avoir répondu rapidement à notre invitation. Nous y sommes d'autant plus sensibles que chacun connaît, compte tenu du contexte actuel, la charge de travail qui est la vôtre depuis plusieurs mois. De mémoire de commission, c'est peut-être la première fois qu'un ministre de l'Agriculture est auditionné dans cette commission, devant cette commission, mais je pense qu'il s'agit véritablement de réparer une anomalie, puisqu'on se dit souvent qu'entre nous, on est la commission des forces armées, mais on est aussi la commission de la défense nationale, qui, comme vous le savez, mes chers collègues, est par nature interministérielle. Car oui, l'agriculture est bien pourvoyeuse de souveraineté alimentaire et est donc une composante clé de la défense nationale d'un pays. On dit souvent d'ailleurs dans les slogans, pas de pays sans paysans. Il n'y a d'ailleurs, quand on regarde à l'échelle internationale, aucune grande puissance militaire qui ne soit pas également une grande puissance agricole, car la guerre, comme vous le savez mes chers collègues, c'est l'affrontement des volontés, et on peut aussi imposer sa volonté par la faim. J'avais moi-même eu l'occasion en 2019 de co-signer une tribune avec notre ancien collègue Jean-Baptiste Moreau, intitulée « Paysans et soldats, même combat ». Elle est d'ailleurs toujours en ligne si vous souhaitez la consulter, et 5 ans après, ce constat me semble plus que jamais pertinent. Ce lien entre agriculture et défense est du reste inscrit dans notre Code de la défense, qui désigne l'alimentation comme un des 12 secteurs d'activité d'importance vitale. C'est pourquoi, notamment, on peut saluer le rôle clé de l'Union européenne sur les sujets agricoles, dont la PAC, la politique agricole commune, est le premier budget, je crois, avec plus de 50 milliards d'euros chaque année. L'importance du sujet alimentaire se constate également dans la guerre d'agression de la Russie en Ukraine. Vous avez tous suivi depuis peut-être 10 ou 15 ans, voire un peu plus, le réarmement agricole russe qui a été vraiment spectaculaire, puisque les Russes ont quasiment redressé un secteur productif pour à la fois retrouver une sécurité alimentaire domestique et s'affranchir de certaines dépendances envers des pays qui leur fournissaient des produits agricoles en grande quantité, ce qui les rend aujourd'hui beaucoup moins sensibles aux sanctions. Et en parallèle, vous avez noté que la Russie a utilisé l'arme alimentaire en tentant de bloquer les exportations ukrainiennes de céréales par la mer Noire et la mer d'Azov. Vous le savez, dans un monde en tension, la préservation de notre souveraineté alimentaire est plus que jamais un élément déterminant pour la résilience de notre pays. À cet égard, il nous a paru utile, Monsieur le ministre, de vous entendre sur la façon dont la souveraineté alimentaire est intégrée à notre politique de défense globale. Comment votre ministère se mobilise sur ces sujets? Comment évaluez-vous notre dépendance alimentaire? Quels sont aujourd'hui les dispositifs mis en place pour assurer notre souveraineté alimentaire en cas de crise et en cas de guerre également? Et plus globalement, à quel échelon penser cette souveraineté alimentaire, notamment quelle est l'articulation qu'on peut trouver entre les territoires? Vous avez peut-être entendu parler, mes chers collègues, des plans alimentaires territoriaux qui se déploient actuellement dans nos territoires. Quelle est l'articulation entre le territoire, le niveau national et le niveau européen? Et puis pour conclure, je souhaite également saluer et remercier le travail de nos agriculteurs et l'ensemble des acteurs de notre alimentation. Je pense notamment aux industries agroalimentaires qui sont des acteurs de notre souveraineté, et souvent les démarches qu'ils engagent en matière de souveraineté sont aussi vertueuses sur le plan environnemental, permettant de moins grande dépendance, de moins grand transport à l'échelle internationale. Je pense qu'on est tous convaincus que la France a besoin d'une agriculture dynamique, productive et innovante, et on compte sur chacun de nos agriculteurs, chacun de nos acteurs des industries agroalimentaires. Leur dire également aux agriculteurs que dans le contexte actuel, la Russie cherche à attiser tous les troubles pour diviser nos démocraties et miner la cohésion nationale. Affaiblir les gouvernements en place permet bien entendu de les rendre moins aptes aux menaces et à renforcer parfois des forces plus complaisantes envers ces régimes autoritaires. Et toutes ces actions sont désormais bien documentées grâce à l'action du Viginum. Et nous aurons l'occasion demain d'auditionner le SGDSN, qui nous permettra sans doute d'en savoir plus. Voilà. Et puis, Monsieur le ministre, vous pourrez également nous parler de l'adhésion de l'Ukraine, même si celle-ci est encore lointaine, puisque, bien entendu, c'est une des sources de désinformation de la Russie qui vise à montrer que l'adhésion de l'Ukraine aurait des effets très négatifs sur notre agriculture. Voilà. Sans être plus long, Monsieur le ministre, je vous cède désormais la parole. Merci beaucoup, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés. J'allais dire, ça me rappelle des souvenirs. J'étais comme souvent les présidents de groupe membres de la Commission de la Défense.
Au début, c'était en 2017, donc je suis très heureux de retrouver cette commission et des visages que j'ai connus à ce moment-là dans cette commission. Et merci de m'accueillir. Effectivement, c'est assez rare, d'ailleurs ça prouve quelque chose, que le ministre de l'Agriculture soit appelé à dialoguer, à échanger avec la commission de la Défense. Ça montre que quelque chose d'ailleurs a changé, et ça montre ce que vous avez dit, Monsieur le Président, le fait que Covid, plus guerre en Ukraine, plus grand dérèglement géopolitique, plus quand même à venir grand dérèglement climatique, tout ça pose des questions qui soient des questions qui puissent relever de la défense nationale, de l'intérêt national et de la stratégie nationale. Je vais essayer de ne pas être trop long. Quand on dit ça, généralement, on l'est trop, mais je vais essayer d'être assez court pour que vous puissiez me poser toutes les questions que vous souhaiteriez sur ces sujets-là. Alors, il y a deux sujets pour moi. Il y a le sujet de la souveraineté, puis le sujet de la résilience. La résilience, elle a été quand même très éprouvée sur la question du Covid. Globalement, et bon an, mal an, comme dans tous les pays, ça s'est mis en place parfois de manière difficile. Mais globalement, ça a trouvé son chemin. On y reviendra peut-être tout à l'heure, mais je vais commencer par les sujets de souveraineté dans un monde qui est singulièrement inquiétant de ce point de vue-là. D'abord, rappeler que le président de la République avait parlé de souveraineté alimentaire européenne, c'était en 2017 dans son discours de la Sorbonne, qu'en 2022, les 27 États membres avaient réaffirmé ou affirmé plutôt l'idée de réduire nos dépendances aux importations à l'échelle de l'Union européenne. Au-delà des mots, il faudra voir ce qu'on peut faire et ce qui a été fait ou pas fait. Il faut dire les choses comme elles sont. Pardon de ma voix, mais un salon plus tard, c'est... On peut en faire toutes les semaines des salons d'agriculture. Rappelez en outre que, d'abord, la France reste le premier producteur agricole de l'UE. 2, elle exporte toujours beaucoup. Je vais le redire juste après. On est passé du 2e au 5e rang. Alors, il y a une part de perte nette, si je peux dire, d'export. Il y a aussi une part d'émergence d'un certain nombre d'acteurs. Les Russes, les Ukrainiens, un certain nombre d'acteurs du continent, je pense américain, je pense aux Brésiliens, ils n'étaient pas sur ces espaces-là. Et donc, ils sont montés puissamment avec ce que je dis toujours. Il faut mesurer ce que c'est en termes de surface des pays qui ne sont absolument pas comparables aux nôtres. Je rappelle toujours que, de tête, le rendement à l'hectare de blé aux États-Unis, c'est 30 quintaux. Sauf qu'ils ont quelques hectares de plus que nous, donc ils font du volume sans productivité forte. Nous, c'est plutôt 60. Et donc, on n'est pas du tout sur les mêmes échelles. Et quand on parle aux Russes, aux Américains, ou aux Canadiens ou à d'autres, évidemment, on est sur des échelles puissantes. Et quand, tout d'un coup, ces puissances-là se réveillent et font de la productivité, lutte contre le gaspillage, souvent en début de chaîne, c'était le sujet des Russes en particulier, évidemment, ça a des effets qui se voient dans le marché mondial. Deuxième élément, donc on a plutôt une place, plutôt dégradée aussi par l'émergence d'autres puissances. J'y reviendrai juste après. 2, nous souffrons quand même d'un certain nombre de dépendances aux importations dans plusieurs domaines. Je pense à la dépendance, par exemple, à l'alimentation animale. Je pense en particulier au soja. Ça date d'il y a 30 ans. C'était les accords du GATT. Et on paye encore à l'époque l'ouverture qui avait été faite. C'était le GATT, je crois. Sur le produit d'importation venant du continent américain et qui font qu'on est resté, on s'est laissé mettre en situation de dépendance. Et comme c'est pour l'alimentation animale, évidemment, ça pose un problème. Plus un deuxième problème qui est que pour un certain nombre de cas, ça peut être un produit de la déforestation. Même si on est en interdépendance et on exporte aussi, on est en situation de dépendance sur les fruits et légumes, sur la volaille, sur les engrais azotés. Ça, c'est un sujet stratégique parce qu'on l'a vu à la fois au moment de la crise Covid, mais on l'a vu là, évidemment, pendant la guerre émergente en Ukraine, envoler des prix plus capacité à fournir ou pas fournir. Or, on a besoin d'engrais azotés. Et donc la capacité, et ça fera partie d'ailleurs des sujets de souveraineté sur lesquels on va travailler cette année, à retrouver de la capacité, ça veut dire qu'on ait des unités qui fabriquent de l'azote. Et deuxième élément, qu'on essaie de glisser de l'azote minéral vers l'azote organique, comme on dit. Donc c'est là-dessus qu'on trouvera aussi peut-être notre voie. Les matières grasses, les additifs pour l'industrie alimentaire sont encore, ou le matériel agricole, mais même là, si c'est plutôt une dépendance européenne, avec d'autres pays européens, je veux dire, c'est quand même des sujets qui sont devant nous et sur lesquels nous devons travailler. Et puis, évidemment, l'énergie fossile. C'est pour ça que le sujet de décarbonation est non seulement un sujet d'intérêt climatique, mais aussi un sujet d'intérêt stratégique. Parce qu'être à ce point encore dépendant pour le gaz ou pour d'autres produits pétroliers de cela, c'est quand même se mettre en situation de grand risque quand on voit les fluctuations que nous avons devant nous. Deuxième élément sur les vulnérabilités et les risques, la question quand même du changement climatique, avec structurellement une baisse devant nous des rendements, avec des risques de cumul, sécheresse, inondation, plus, on parle assez peu du stress thermique, mais il y a des choses qui ne poussent plus à 40 degrés ou à 35. Et donc on a quelque chose autour de ça qui doit se travailler. Ça veut dire qu'on doit faire évoluer
les variétés, c'est-à-dire qu'on doit sans doute faire évoluer dans certains territoires les assolements, sinon on aura des problèmes. Il me semble que c'est un élément important. J'ajoute une troisième vulnérabilité. Alors, je ne fais pas lien avec la Covid directement, mais ou le Covid. La maladie hémorragique épisodique qui frappe le sud de la France, c'est une maladie du dérèglement climatique. Et donc, on va voir émerger un certain nombre de maladies sanitaires que nous ne connaissions pas ou plus, les deux sont valables, qui risquent de faire peser des risques très lourds sur un certain nombre de productions. La maladie hémorragique est un sujet de grande préoccupation pour le ministère, alors de court terme, mais globalement, il va falloir qu'on s'arme pour éviter ça. Alors, ceci dit, empêcher les moustiques de voyager, c'est compliqué, puisque c'est bien le vecteur en l'occurrence, mais on a quand même quelque chose d'une contrainte sanitaire qui va peser, qui peut désorganiser puissamment un certain nombre de filières. Il suffit de voir ce qui s'est passé en Chine ou même en Pologne et en Allemagne sur la peste porcine, qui est quand même à nos frontières italiennes. Donc, je travaille beaucoup avec mes collègues italiens pour essayer de trouver des solutions, mais enfin, c'est plus facile de barrer la plaine entre l'Allemagne et la France que de barrer la frontière italienne. La beau y mettre des chasseurs, ça complique quand même le travail. On va dire les choses comme elles sont. Donc ça, c'est un premier risque, c'est le risque en tout cas, une vulnérabilité sur laquelle il faut travailler, c'est celui-là. Deuxième, évidemment, c'est quand même le renouvellement des générations. Moi, je pense que c'est tout l'objet du texte, c'est pas le seul objet du texte, mais il me semble que c'est un élément important, même si je ne m'allonge pas trop longtemps là-dessus, c'est un sujet qui me paraît important. Troisième élément, la perte de biodiversité. Alors, c'est le corollaire un peu du dérèglement climatique, mais la biodiversité, c'est un auxiliaire important pour l'agriculture, et donc la perte de biodiversité, c'est un risque pour l'agriculture à terme. Donc, ça ne vient pas s'opposer pour moi. La pollinisation, c'est un élément essentiel de la vie agricole. Et donc, c'est pour ça aussi qu'il y a des sujets à traiter sur la pollinisation. Et puis, deux, le travail qu'on doit faire sur les objets de biocontrôle. Alors, comme on est en commission défense, on est toujours un peu paranoïaque. Est-ce qu'il y a des œuvres de déstabilisation par du biocontrôle qui viendraient faire l'inverse? J'en sais rien. Sans doute que des esprits malins ont déjà inventé ça ou imaginé ça. Ce n'est pas ce qu'on a sous les yeux. En tout cas, ce n'est pas ce qu'on craint pour l'instant. Il me semble que c'est un élément important. Voilà ce que je voulais vous dire pour ça. Troisième élément, contexte particulier de la guerre en Ukraine, parce que ça vient au-delà de la crise Covid. La crise Covid, elle a montré le dérèglement des chaînes de production et de la dépendance à des facteurs de production qui étaient extérieurs quand plus rien ne circule. La guerre en Ukraine, elle vient montrer et mettre en exergue quand même une stratégie russe. Tout le monde à l'époque s'en était un peu moqué. Ils ont poussé sur deux feux, ils ont dit énergie, agriculture. Et tout le monde a dit tout ça, c'est ringard. Le pétrole et les céréales, tout ça, c'est des objets du passé. La vérité, c'est qu'ils avaient. La vérité m'oblige à dire que ce n'était pas complètement inexact comme stratégie, parce que quand vous êtes à ce point dépendant de l'énergie des autres, et quand même dans un monde avec le dérèglement climatique, et avec quand même 7 puis 9 milliards d'habitants qui a tant besoin de se nourrir, vous avez quand même des leviers qui sont assez puissants pour dérégler le monde. Alors vous avez dit, Monsieur le Président, que l'invasion en Ukraine avait produit un certain nombre de choses. D'abord, il ne faut pas complètement sous-estimer. Alors, on n'en verra pas tout de suite les effets, mais l'effet du minage d'un certain nombre de territoires de production agricole qui vont rendre impropre à la production un certain nombre de territoires ukrainiens. J'étais très frappé de ça quand j'y étais au mois de novembre. Il y a quand même un sujet devant nous de territoires qui vont être entiers, qui ne vont plus être cultivables avant la série de déminages, malheureusement, qu'on a connu dans notre pays il y a quelques dizaines, voire une centaine d'années. Et donc là, on a un travail qui est... Et c'est une opération structurelle pour empêcher les agriculteurs ukrainiens d'y revenir. Donc c'est des zones de non-conflictualité pour l'instant, mais pour y revenir, il va falloir qu'il y ait des travaux, d'où d'ailleurs les initiatives qui sont prises par l'Europe et la France sur le sujet. Donc ça, c'est un sujet. Deuxième élément, initiative initiale de Vladimir Poutine, c'est de bloquer les voies d'exportation des céréales ukrainiennes par la voie de la mer Noire, auxquelles ont répondu des corridors de solidarité sur le continent européen. L'idée étant de venir, on vient les stocker sur le continent et après on les ressort. La vérité, c'est qu'on les a stockés avec une vraie difficulté à les sortir. Parce qu'une fois que c'est sur le continent, d'abord, comme vous le savez, en termes de logistique, quand vous chargez, déchargez, vous faites monter vos coûts. Donc, les céréales ukrainiennes se sont trouvées sur le marché dans des conditions de compétitivité qui n'étaient pas les mêmes. Le corridor mer Noire s'est réouvert, mais dans l'intervalle, il y a une stratégie très évidente du pouvoir russe, qui est une stratégie de saturation des marchés naturels de l'Ukraine, en particulier sur le continent africain, voire sur l'Asie, parce que toutes ces céréales, elles n'étaient pas objectivement au démarrage destinées à l'Europe, à 27, je veux dire. Et donc c'est ce qui aboutit, il y a eu une question tout à l'heure à l'Assemblée, c'est ce qui aboutit à une profonde désorganisation des marchés, plus des phénomènes opportunistes, ne nous cachons pas. Je pense en particulier à la volaille, puisque là, on a quelques 2 ou 3 opérateurs qui œuvrent sur le sujet. Et donc, on a une déstabilisation extrêmement profonde des marchés
compte tenu des corridors désorganisés, et une deuxième déstabilisation, qui est une stratégie absolument offensive de Vladimir Poutine, qui est une stratégie de saturation par ses propres productions des marchés naturels de l'Ukraine, y compris des marchés français. Nous avons sur le continent africain un certain nombre de marchés qui ont été perdus. Pourquoi ? Parce que sous couvert d'aide alimentaire, on donne les céréales pour être sûr qu'au moins, de ce point de vue-là, on a saturé les choses. Pas impossible que dans les réflexions que mènent un certain nombre de ces pays, la volonté de ne pas se retrouver dans la main d'un seul, quand on se nourrit, il vaut mieux pas être dans la main d'un seul, surtout quand il peut être instable, géopolitiquement je parle. Et donc, il y a sans doute des initiatives à prendre au niveau européen pour réinstaurer des couloirs commerciaux qui soient des couloirs, me semble-t-il, importants. Et donc, je l'ai dit au Conseil des ministres récemment, on a intérêt à permettre à l'Ukraine de retrouver ses voies commerciales naturelles. Troisième élément sur l'Ukraine, je suis déjà trop long, mais qu'est-ce qu'on fait de l'Ukraine dans l'espace européen ? Alors d'abord, l'Ukraine est sur le continent européen. Ce n'est pas le Brésil, mais c'est comme le Brésil. Donc on a à nos portes le Brésil. Bon, pourquoi ? Parce qu'ils ont des structures d'exploitation immenses, hyper compétitives, sur un sol hyper compétitif. Pour ceux qui ont été en Ukraine, disons qu'ils ont un sol riche. Et en plus, un sol riche sur 15 mètres d'épaisseur ou 20 mètres d'épaisseur. C'est ce qu'on appelle les terres noires. Avant qu'il les use, il va passer un peu de l'eau sous les ponts de la Loire, puisque la Loire, c'est plutôt ça chez moi, qui coule. Donc il faut qu'on ait une stratégie avec l'Ukraine qui soit une stratégie claire. D'abord, ils ne peuvent pas rentrer dans l'espace européen tant qu'ils ne correspondent pas à nos standards de production. Les standards, c'est standards environnementaux en particulier, mais aussi les standards d'exploitation. Parce que quand j'étais en Ukraine et qu'on m'a dit qu'il y a un petit agriculteur et qu'il avait 15 000 hectares, j'ai dit tout de suite, c'est pas tout à fait la même dimension. N'oublions pas que c'est le produit de l'histoire. C'est le massacre de Staline de la population agricole qui fait que tout de suite se sont constitués des gros espaces. C'est le produit de l'histoire, ces structures-là. Ce n'est pas juste des affreux capitalistes. Avant, c'était déjà ça, les structures agricoles. Après, ça s'est privatisé à la chute du régime soviétique. Mais c'est le produit de la famine ukrainienne qui a fait disparaître la classe paysanne dans ce pays. Donc il n'y a plus de classe paysanne dans ce pays. Donc c'est un petit sujet devant nous, parce que les structures à 100 ou 150 hectares, on va les voir un peu être en difficulté. Et d'ailleurs, dans la guerre, elles sont encore plus en difficulté que les autres. Donc premier élément, ils ne peuvent pas rentrer en tout état de cause dans des conditions telles qu'elles sont aujourd'hui. C'est dans 10 ans, c'est dans 15 ans, c'est dans 20 ans, j'en sais rien. Mais toujours est-il qu'ils seront de toute façon à côté de nous à produire du blé à des prix compétitifs. Des céréales, des oléoprotéagineux, de la volaille. Et donc il me semble que dans une stratégie bien pensée, on devrait en faire plutôt des alliés, pas pour venir sur notre marché, mais des alliés pour être aussi notre fer de lance dans la bataille mondiale qui va se faire sur l'alimentation. Et c'est plutôt comme ça qu'il faut penser le partenariat ukrainien. Après, qu'il soit dedans ou dehors, n'est plus le même sujet. Dès lors qu'on n'en fait pas des opérateurs de la souveraineté nationale ou de la souveraineté européenne à eux seuls, quand bien même ils pourraient une partie le faire. Et donc on a besoin de travailler en se disant, c'est une puissance agricole, elle l'est. Et qu'est-ce qu'on fait de cette puissance agricole dans l'espace européen ? Pas évidemment, faire rentrer l'Ukraine avec des surfaces agricoles pour certaines exploitations à 10 000 ou 40 000 hectares, il n'est pas question que ces gens-là touchent la PAC dans des conditions que celles qu'on connaît. Ça ne marche pas, me semble-t-il. C'est un élément important. J'en finis parce que je suis déjà beaucoup trop long et ça me permettra d'aller aux questions. On a besoin de travailler sur plusieurs sujets. D'abord, essayer sur les questions de souveraineté de réfléchir à ce que sont les éléments de souveraineté. J'ai parlé du plan de souveraineté sur les engrais. J'ai décidé de lancer un plan de souveraineté sur le blé dur. C'est pas énorme le blé dur en surface, mais c'est hyper stratégique parce que c'est notre dialogue avec en particulier les Italiens et les Espagnols. Nous sommes une terre qui peut faire du blé dur. Et il n'y a pas beaucoup de terres qui peuvent faire du blé dur dans le monde. Il y a un peu les Canadiens, un peu les Américains, évidemment le bloc, j'allais dire soviétique, russe et ukrainien, pardon. Et donc on a besoin, parce que c'est quand même un élément de base, et un élément de base, y compris sur la rive sud de la Méditerranée. Il vaut mieux que ce soit nous qui produisions que d'autres fournissent. Il me semble que c'est un élément important. Même chose sur la question des protéines végétales, avec un intérêt et environnemental, climatique, et un intérêt de souveraineté. Même chose aussi sur les fruits et légumes. Premier élément. Deuxième élément, ce que je veux vous dire, c'est la PAC. Vous l'avez dit, je crois, Monsieur le Président, c'est la première politique intégrée européenne conçue. Elle a été conçue pour assurer l'approvisionnement en quantité, progressivement en qualité, à des prix qui étaient rémunérateurs et qui étaient maîtrisables en termes d'inflation. Bon, c'était ça, le fondement n'a pas bougé. Il me semble que dans la stratégie de la PAC, il manque deux dimensions. La première, c'est une dimension stratégique, c'est
désormais que l'alimentation est une arme, il faut se comporter comme le fait que ce soit une arme et sortir de la naïveté de dire après tout, et on l'a vu un peu dans les accords de libre-échange et dans la politique, la traditionnelle politique commerciale de l'Union, c'était une politique en disant à la fin, si on produit que de la haute technologie, de la voiture, et qu'en échange on nous nourrit, considérant que l'agriculture était une économie de pays pauvres. Comme ça, hein, quand même. Je veux dire, il ne faut pas sous-estimer ce qui s'est passé pendant 30 ou 40 ans sur le sujet. Et dès lors qu'on considère que c'est une économie de souveraineté et de première des libertés, il faut que la PAC, elle serve aussi un objectif stratégique qui est nourrir sa population européenne et penser son environnement. Parce qu'une fois que M. Poutine ou un autre, parce que je ne veux pas me polariser que sur lui, déciderait de mettre sous son joug alimentaire tel ou tel pays, le jour où il retire le joug, et que nous n'avons pas les capacités de production, c'est d'immenses flux migratoires qui s'organiseront. On pourra faire tous les trucs qu'on veut, dire tout ce qu'on veut. Quand les gens ont faim, le flux migratoire, ça commence souvent par ça. Et donc c'est une question de souveraineté à nos frontières aussi, qui est posée, me semble-t-il, sur ce sujet. Puis deuxième élément, on est obligé de penser le monde avec population croissante, des organisations géopolitiques et des règlements climatiques. L'an dernier, nous avons apporté 20 millions de tonnes de plus, en gros, de céréales sur le continent européen, une partie venant d'Ukraine, une partie venant de Russie. Hein. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu de la sécheresse en Italie et de la flotte, enfin des inondations, et en Espagne, une immense sécheresse. Il faut quand même qu'on ait un système qui ne nous mette pas en tension telle que nous soyons à ce point pas capables de 40 millions de tonnes de céréales importées dans l'espace européen. C'est quand même un tout petit peu un crève-cœur. Alors, pas nous, Français, puisque nous sommes très largement exportateurs, et donc on a besoin de travailler là-dessus. Et donc la PAC doit aussi penser ses objectifs dans une logique de dérèglement climatique, et il me semble que c'est un élément important. Et puis enfin, j'en ai vraiment fini. L'idée, c'est de travailler aussi à tous les échelons. Je pense qu'on a des sujets d'innovation, c'est l'objectif de France 2030, des objectifs de planification. Il faut qu'on fasse évoluer nos modèles. Il faut qu'on se dise quels sont les objets stratégiques en termes d'alimentation. On peut être moins dépendant que d'autres. Gérer de l'interdépendance, ce n'est pas la même chose que subir de la dépendance. Et donc, il faut choisir nos objets. Les céréales, pour moi, c'est structurellement, historiquement, la matière première agricole, une des plus importantes. Le sujet des engrais est un élément très important. Parce que de cela découle le reste, au fond. Et c'est là-dessus qu'il faut qu'on essaye, me semble-t-il, de travailler. Et puis enfin, un dernier point donc sur la question de la résilience. Alors, le ministère de l'Agriculture était peu rompu à l'exercice, on va dire les choses comme elles sont, mais c'est normal parce qu'on a vécu 80 années sans se poser la question d'une rupture de chaîne alimentaire, l'équivalent d'une grippe espagnole, encore qu'il y a eu moins de morts heureusement chez nous. Bon, mais on a besoin de construire des modèles quand même et de penser notre modèle en se disant... et donc, on est tout à fait intégré à un certain nombre de choses, cellules interministérielles de crise, les cellules de crise et de soutien, tout ça s'étant activé au moment de la crise Covid, forcément un peu imparfaitement, mais on est en train de travailler dans le cadre de la résilience nationale sur une stratégie nationale de résilience. On est plutôt au démarrage des travaux qu'à la fin des travaux, donc je ne pourrais pas vous en dire grand-chose. On a besoin de travailler ça. On a besoin aussi... me semble-t-il, de travailler sur qu'est-ce qui se passe s'il y a un Covid, qu'est-ce qui se passe s'il y a un conflit, qu'est-ce qui se passe sur événements climatiques majeurs. Genre crue de 1910. Parce qu'elle viendra. Je ne vais pas faire dans le cataclysmique, mais un jour, on aura des niveaux d'eau. Alors, heureusement, on a fait des réserves d'eau, je n'ose dire des bassines, en amont de la Seine, ce qu'on appelle la forêt d'Orient, qui sont un truc complètement artificiel, d'ailleurs au passage désormais classé en Natura 2000. Si on n'avait pas ça aujourd'hui, on aurait des épisodes qui seraient très compliqués. Mais on n'a pas été loin en 2016, et un jour, probablement, nous aurons des épisodes majeurs sur lesquels il faudra travailler. Ça nécessite d'ailleurs qu'on ait un peu de souplesse et d'agilité, y compris dans nos règles. Je suis très fasciné, c'est le travail qu'on fait là de simplification. Je ne parle pas de la crise agricole. Le travail de simplification, c'est quand même quelque chose qui rend agiles les process. Que des agriculteurs soient obligés d'aller dire qu'ils sont inondés dans le Pas-de-Calais, il me semble que c'est un peu dommage qu'ils aient besoin de remplir un formulaire parce que nous l'avons collectivement produit. Comme ça, je fais de grief à personne. Quand il y a un mètre d'eau, il y a un mètre d'eau. En fait, ça se voit normalement. On a suffisamment de satellites pour pouvoir le documenter. Donc voilà ce que je voulais vous dire. J'ai été trop long, pardon, mais il me semble que c'est des éléments extrêmement stratégiques que nous avons, avec une prise de conscience progressive, trop lente à mon goût,
il n'est pas complètement anodin que le ministère s'appelle celui de la souveraineté alimentaire, ce qui m'oblige à rendre beaucoup de comptes sur le sujet alors qu'on démarre. Mais c'est pas grave, on va essayer d'avancer. Parce que la souveraineté, c'est long à reconquérir. Retrouver de la souveraineté fruits et légumes, il faut planter des arbres, il faut faire de la transfo, il faut former des gens, il faut trouver de la main-d'œuvre. Et c'est pas, je passe de 50 à 100% d'un claquement de doigts, c'est un tout petit peu plus long. Souveraineté blé dur, c'est de la recherche, de l'innovation, de l'accès à l'eau et des agriculteurs qui recroient à la filière blé dur. Donc c'est quand même un peu de temps. Ceci dit, il faut bien commencer. Et c'est ce qu'on essaye de faire aussi. Les diapos, il n'y a pas de montée. Comment ? Pour les questions. Ah, c'est pour les questions. Ça. Ah, c'était pour les questions, très bien. Très bien. Merci beaucoup, monsieur. Chacun fait comme il veut. Voilà. Merci beaucoup, monsieur le ministre. Je note donc qu'il y aura potentiellement des diapositives pour les réponses. Une espèce de faux teasing, mais... En tout cas, merci pour cette présentation, je pense à la fois dynamique, complète, et je pense avec une bonne hauteur de vue géographique et historique. Je pense que tout le monde ici aura bien noté que la France dispose d'atouts historiques en matière d'agriculture, qui est aussi lié à sa stratégie de puissance, qu'on a besoin à la fois de protéger, mais qu'on a aussi besoin de réactiver certains réflexes et organisations qu'on avait notamment pendant la guerre froide. Nous allons désormais prendre les interventions des orateurs de groupe pour le groupe Renaissance. La parole est à Lisiane Métayer. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre. Au nom du groupe Renaissance, je vous remercie sincèrement pour votre participation à notre commission de la Défense nationale et des Forces armées. Alors, auditionner un ministre de l'Agriculture dans notre commission n'est pas courant, car nos sujets semblent a priori éloignés. Et je dis bien a priori, car votre intervention éclairante nous démontre qu'il n'en est rien, eu égard au contexte actuel, et ces deux domaines sont plus que jamais étroitement liés. Cela témoigne d'une véritable prise de conscience stratégique de l'Europe en matière de politique agricole. Ce secteur demeurant un enjeu de souveraineté pour l'Europe et de stabilité pour le monde. Et je voudrais revenir sur la récente interview du 21 février à l'hôtel de Matignon du Premier ministre, Gabriel Attal, qui s'est prononcé favorablement au développement du secteur de l'agriculture en France, impliquant de placer cette dernière au rang des intérêts fondamentaux de la France, au même titre que la sécurité, la défense et l'énergie. La crise sanitaire et la guerre en Ukraine ont rappelé l'importance stratégique de notre agriculture. En effet, si l'insécurité alimentaire s'est accrue dans le contexte de la pandémie de Covid-19, la guerre menée par la Russie contre l'Ukraine a engendré une hausse des prix mondiaux des denrées alimentaires. Les Russes, en s'en prenant à la sécurité alimentaire, notamment à la fixation de prix zéro aux pays africains, ont fait de l'alimentation une véritable arme de guerre, et vous venez de le rappeler dans vos propos liminaires. Cette ingérence délibérée met en lumière les enjeux complexes qui entourent désormais la disponibilité et l'accès aux ressources alimentaires à l'échelle mondiale. Dans le contexte actuel où l'on observe une multiplication des conflits aux portes de l'Europe, il est impératif que les tendances évoluent. Il ne s'agit plus uniquement de s'assurer de la sécurité lors du cheminement des produits alimentaires, mais d'aller à la quête d'une souveraineté alimentaire, c'est-à-dire produire plus, protéger mieux et surtout franciser les chaînes d'approvisionnement. Aussi, après 2 ans de conflit, quel est l'impact de la guerre en Ukraine aujourd'hui dans le monde agricole en France et comment protéger les agriculteurs français sans se désolidariser des agriculteurs ukrainiens? Je vous remercie. Merci, monsieur le ministre. J'en ai un peu parlé, mais j'en dis un peu plus. Bon, l'impact sur le monde agricole, il est des importations plus puissantes. Volaille, œufs, sucre, même si le sucre, la difficulté a été masquée par des cours historiquement hauts. Et donc, c'était compensé dans ce registre-là, mais la mer refluant toujours dans ce genre de registre, évidemment, là, on a une difficulté. Donc, on a eu d'abord ça. Deuxième élément, c'est le sujet... Alors, du coup, là, on a décidé ce que j'ai dit tout à l'heure à l'Assemblée nationale. D'abord, moi, j'avais demandé il y a 1 an qu'on n'ait pas des mesures pour 2 ans. Parce que des marchés comme ça, c'est trop sensible pour ne pas avoir des clauses revoyures assez régulières, parce que, et nous avions raison de le faire, parce que on fait des mesures d'ouverture, abaissement des droits de douane, on verra bien ce qui se passe dans 2 ans. Bon, moi, j'avais le sentiment déjà qu'il se passait quelque chose qui pouvait être désorganisant, à quoi s'ajoute d'ailleurs sur la filière volaille une brèche qui s'est ouverte à l'époque, compte tenu de la grippe aviaire, puisque nous avons une baisse de production, un certain nombre de territoires qui n'ont pas pu produire, et donc évidemment, le tout cumulé a affaibli plutôt la filière, même si évidemment nous avons puissamment accompagné la filière. Donc un certain nombre, on est passé parfois du simple au triple,
sur ces volets-là, et donc ça a déstabilisé nos marchés, mais puisqu'il n'y a plus de droits de douane et qui sont d'ailleurs, d'un certain point de vue, plus compétitifs. Le deuxième sujet plus inquiétant que j'ai sous les yeux, moi je pense, c'est le marché des céréales, parce qu'on a à la fois du volume et du prix. La désorganisation du marché des céréales, le fait qu'il y ait des positions attentistes, que les Russes jouent avec des prix cassés partout, fait qu'on est en train d'avoir une réorganisation des marchés qui est très lourde, de conséquences, qui fait qu'on va demander à activer aussi des clauses. C'était pas dans le même. Le marché des céréales était déjà libéralisé, en fait, depuis 2019, bien avant la guerre. Donc on n'avait pas de sujet là de compétition. Les Ukrainiens allaient sur leur marché, nous on allait sur les nôtres, les Russes ne venaient pas mettre la pagaille. Globalement, dans cette période-là, on avait plutôt un marché des céréales qui était à la fois dynamique en volume et correct en prix. Sauf que l'effet blocage que je disais tout à l'heure, mer Noire, plus offensive russe au sens stratégique sur les marchés, notamment africains et asiatiques, fait que les Ukrainiens ne trouvent plus leurs débouchés, que les prix s'effondrent en partie et que par ailleurs, ils viennent sur le marché européen. Donc c'est le cas d'un règlement de 2015, autant je me souvienne, qui va permettre d'activer des mesures de contingentement. C'est ça, de fait, qui permet de dire tel volume et pas tel autre. Mais si on veut aller au bout de la logique et que ça ne produise pas un effondrement des prix ou une désorganisation, il faut qu'on s'organise aussi et de regarder ce que vont devenir ces céréales ukrainiennes. Et donc comment le continent européen, l'Union à 27, avec les Ukrainiens, essaie d'avoir une politique active de reconquête d'un certain nombre de marchés. Il me semble que c'est là-dessus qu'on va travailler. Est-ce qu'il y a d'autres filières qui sont en risque ? Peut-être oléoprotéagineux, encore que nous ne sommes pas dans une situation actuelle de difficulté majeure. Je pense qu'on a sous les yeux les principales difficultés. J'ai un dernier élément sur lequel je suis extrêmement vigilant, c'est parce que je vois les opérateurs jouent, en particulier ceux qui travaillent sur la volaille. On va contingenter à partir du mois de juin, puisque c'est qu'est-ce qui se passe entre aujourd'hui et le mois de juin. Je ne voudrais pas qu'on nous sursature d'ici le mois de juin et qu'après on dise trop tard, c'est rentré. Donc on est en train de regarder, de travailler avec la Commission. En tout cas, j'ai pris l'initiative avec plusieurs collègues européens de dire il faut qu'on envoie des signaux avant. Enfin, les signaux sont envoyés avant, mais il ne faut pas que les signaux envoyés avant donnent l'envie à des opérateurs mal intentionnés de venir inonder et de dire l'année 2024 est faite. Pas grave si je ne peux plus exporter au 1er juin, j'aurais déjà fait mon volume. Donc ça, c'est un élément de vigilance pour moi, pour être tout à fait transparent avec vous, parce que là, il y aurait un sujet, majeur. Merci, Monsieur le ministre. Pour le groupe Rassemblement national, la parole est à Frédéric Boccaletti. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le ministre, la crise agricole majeure que traverse actuellement la France trouve largement sa source dans les décisions calamiteuses des gouvernements successifs et dans les normes désastreuses imposées par l'Union européenne. Cependant, il est clair que la guerre en Ukraine joue également un rôle particulièrement important dans les difficultés que peuvent rencontrer nos agriculteurs. Celles-ci s'expriment d'ailleurs au-delà des difficultés d'approvisionnement en matières premières et de la hausse du coût de production. En ce sens, la concurrence des volailles ukrainiennes écoulées sur le marché européen est largement dénoncée par les producteurs français. Celle-ci vient perturber un marché français qui a connu plusieurs crises ces dernières années et peine à retrouver des couleurs. Nous entendons tout à fait le besoin de soutenir le secteur agroalimentaire ukrainien, central dans l'alimentation et la stabilité mondiale. Toutefois, cela ne doit pas se faire au détriment de nos producteurs français. Comment comptez-vous donc conjuguer ces deux impératifs ? Plus largement, les répercussions du conflit à l'échelle mondiale et internationale sont très lourdes. Le grenier à blé de la planète, qui était l'Ukraine, a évidemment perdu en capacité d'exploitation en raison de la guerre. Plus de 10% des terres ukrainiennes seraient minées et un quart serait sous contrôle russe, réduisant également les capacités de production. Dans ce contexte, les difficultés d'alimentation des populations viennent renforcer l'instabilité de certains pays. Nombre d'entre eux sont déjà en crise ou en situation de famine, notamment le continent africain. Il serait donc intéressant de savoir si votre ministère est engagé dans une démarche de sauvegarde de la stabilité de ces pays et dans quelle mesure il l'est. Et enfin, puisqu'il me reste quelques secondes, Monsieur le ministre, je me réjouis qu'il soit utilisé, et très largement maintenant, le terme de souveraineté alimentaire, même si, honnêtement, je fais partie d'un mouvement politique qui l'a défendu il n'y a pas quelques jours, quelques mois, quelques années, mais des décennies. Et je regrette qu'à l'époque, on ait été ringardisé. Donc maintenant, nous allons attendre les propositions qui seront faites par le gouvernement pour la souveraineté alimentaire. Je vous remercie. Merci, Monsieur le ministre. Monsieur le député, comme vous êtes taquin, je vais commencer par la fin. Je pense qu'on commence collectivement à partager ce que le concept de souveraineté. Il y avait quelque chose, me semble-t-il, mais je ne suis pas un
comment dirais-je, un historien de votre formation politique. Mais il y avait quelque chose dans votre formation politique qui était quand même un peu autarcique, que j'entends parfois aussi. C'est des débats publics, hein, on va pas... Ça mérite ni votre énervement ni le mien. Mais il me semble que l'idée qui serait que la souveraineté, ça serait juste je produis français, je mange français, avec ce que je décris, c'est tragique. Donc il faut accepter que la souveraineté, elle s'exerce aussi au travers de la capacité exportatrice et de l'acceptation de l'importation. Et ça, c'est un élément important. Deuxième élément, alors la crise ukrainienne, elle vient à la fois perturber nos marchés puis les marchés mondiaux. J'ai essayé de décrire ce qu'était la stratégie de Poutine. Elle est lisible au moins celle-là. On ne peut pas lui reprocher d'avoir une stratégie. La question, c'est de nous d'avoir une contre-stratégie. C'est ce que j'ai essayé de décrire, de dire on ne peut pas avoir une désorganisation des marchés qui soit telle qu'au fond, le continent africain dans son entièreté... Alors, c'est pas qu'il n'est pas venu nous expulser que l'Ukraine de ses marchés. Même le continent européen a perdu un certain nombre... enfin, le continent. L'UE à 27, pardon, a perdu un certain nombre de ses marchés. Dans une espèce de logique ou de chantage, ou de stratégie de bas prix. Et donc, moi, je fais un travail... c'est vrai que c'est d'ailleurs un sujet assez nouveau. Être en commission de défense et faire à ce point de la diplomatie, c'est pas tout à fait l'histoire habituelle du ministère de l'Agriculture ni du ministre. Les voyages forment la jeunesse, vous me direz, mais c'est pour ça que je continue à explorer un certain nombre de territoires et de pays. J'irai au Maroc à la fin du mois d'avril, j'y ai déjà été. J'avais été en Ukraine pour ce motif-là. J'irai sur le continent africain parce qu'on a besoin de renouer un dialogue avec ces territoires-là, avec ces pays-là. Un dialogue de coopération. Il va y avoir un truc d'ailleurs assez étonnant, c'est que ces pays qui sont habitués à une agriculture résiliente ont des choses à nous apprendre sur la résilience au problème de l'eau. Les Marocains, ils savent des choses, sont un peu plus en avance que nous sur ce sujet-là. Et les Africains aussi, sur certains systèmes. Donc c'est d'ailleurs un espèce de schéma assez intéressant de ce point de vue-là. Tous les pays se posent la question de leur souveraineté, et tous les pays se posent la question, dans une acception qu'on peut essayer de partager, et de leur souveraineté dans le dérèglement climatique. Et 3, tout le monde voit le jeu maintenant international sur ces questions. Et donc, j'ai bien l'intention, effectivement, d'aller regarder ce qu'on peut faire en termes de coopération réciproque, pour moi. Et pas du tout question de dire... nous avons intérêt à ce que ces pays-là eux-mêmes trouvent les voies. Alors, ils ne pourront pas le faire pour la totalité et pour tous les territoires de ces pays-là. L'Égypte ne peut pas nourrir l'ensemble de sa population. On peut raconter ce qu'on veut. L'accès à l'eau, les sols, etc., ne peuvent pas permettre. Mais qu'on essaie dans un certain nombre de pays de travailler, d'ailleurs c'est les initiatives qui ont été prises par le président de la République, la ceinture verte et autres sujets de cette nature, lutte contre la désertification et autonomie, en particulier autonomie protéique. Et donc j'ai bien l'intention de le faire. Après, ce qu'il faudrait qu'on fasse, l'idéal, ça serait qu'on... Alors moi je le fais en français, si je peux dire. L'idéal, c'est qu'on puisse le faire en stratégie européenne aussi pour un certain nombre de secteurs. Je pense que là, on aurait un intérêt à montrer la puissance européenne et la volonté européenne sur le sujet. Je finis juste, c'est l'occasion de le dire. L'erreur collective européenne sur le sujet, c'est qu'on a, ce que je disais tout à l'heure, désarmé sur la question de la souveraineté agricole. Et quand vous regardez les Américains, ils n'ont jamais désarmé sur la question de la souveraineté agricole. Jamais. Et quand on se bataillait avec eux sur les accords commerciaux, il y a 30 ans, il y a 40 ans, il y a 50 ans, ils étaient déjà sur la question agricole. Donc eux, ils faisaient du nucléaire, de l'armement, de la techno et tout le reste. Et ils avaient un petit truc que personne ne regardait en Europe, qui était l'agriculture. Et quand vous regardez les puissances, les Chinois, ils ne se sont jamais désintéressés des questions agricoles. Les Indiens, ils s'y intéressent de plus en plus. Et donc on a quelque chose, quand on est un continent comme on est, puissant comme nous sommes, se priver de cette puissance-là, c'est pour ça qu'on a intérêt à dialoguer avec les autres, c'est dommage, le terme est faible. Monsieur le ministre, quand on regarde le Conseil de sécurité, sur les 5 membres, seuls les Européens ont baissé un peu la garde à ce sujet-là. Ni les Russes, au contraire, ils ont réarmé agricolement, de manière agricole, de manière massive depuis 20 ans, ni les Américains, ni les Chinois. Et donc ce réveil est tout à fait salutaire. Pour la France insoumise, la parole est à Christophe Bex. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, il semble que vous entretenez une confusion entre souveraineté alimentaire, autonomie alimentaire et sécurité alimentaire.
La sécurité alimentaire est définie depuis le sommet mondial de l'alimentation de 1996. Par contre, la notion de souveraineté alimentaire est plus récente. Elle a été définie dans la Déclaration des Nations Unies des droits des paysans et des autres populations travaillant en zone rurale en 2018. Elle désigne le droit des populations de leur État à définir leur politique agricole et alimentaire sans dumping vis-à-vis des pays tiers. La France a refusé de la signer. Pourquoi ? Vos politiques en matière agricole menacent manifestement notre sécurité alimentaire et je constate avec mes collègues l'érosion de notre potentiel productif et la hausse de nos importations de produits agricoles et alimentaires. Que faites-vous pendant ce temps-là ? Vous concluez des accords de libre-échange sans clause de réciprocité. Alors que les terres agricoles représentent la moitié du territoire national, il y a une hausse des investissements étrangers en France. Pouvez-vous clarifier ce que vous entendez par souveraineté alimentaire au vu de la confusion qui règne ? Quid de l'application du décret Montebourg en matière de sécurité alimentaire ? Combien de terres agricoles pourraient être concernées ? Les États investisseurs sont-ils de nature à être des menaces militaires ou non ? Et dans un contexte de crise climatique, d'instabilité politique et militaire dans nombre d'États, nous produisons en France, il faut le reconnaître, d'excellentes rations de combat individuelles à Angers, pour nourrir nos forces armées en OPEX et constituer des réserves en cas d'inondation ou encore de crise politique à l'étranger. Pourrions-nous être en pénurie en cas de crise sur notre sol ou à l'étranger ? Hormis la question logistique, quelle est la part des fournisseurs français de l'ESCAT d'Angers ? Ces fournisseurs font-ils appel à des agriculteurs français et respectent-ils les lois Egalim ? Merci. Alors pour ce qui concerne les rations de combat, et je pense que ce sera plutôt une question à poser au ministre des Armées, mais c'est une très bonne question. Mais c'est ça, la question c'était quelle est la part des fournisseurs français pour... Oui, alors monsieur le ministre, je ne pense pas que vous avez la réponse. Je suis pas, non, pardon, je veux bien connaître de tous les sujets, y compris de la ration de combat et de ce qu'il y a dans chaque cantine des écoles de France, mais vous allez m'en demander beaucoup là quand même. Enfin, je ne demande pas de la bienveillance, il y a longtemps que j'ai renoncé à ça, mais il me semble qu'un peu de réalisme. Je ne sais pas ce qu'il y a dans la ration de combat. J'ai fait mon service militaire. Non, mais je sais qu'il y a du pâté ENAF, oui. C'était très bien. Comment ? Et depuis le pâté ENAF, elles ont dû évoluer. Moi c'était il y a 30 ans. Donc, mais c'est très bien le pâté ENAF, parce que je vais me faire mettre mal avec les Bretons si je dis autre chose. D'abord, la question souveraineté... Souveraineté, sécurité. D'abord, la définition que vous donnez de la souveraineté alimentaire, c'est une définition donnée par Via Campesina. C'est pas la définition, the définition. On peut en débattre, on peut ne pas être d'accord et ça peut justifier qu'on ne l'ait pas signé. Deuxième élément, la souveraineté, c'est pas seulement la capacité à se nourrir. La souveraineté, c'est la capacité à se nourrir dans les grands dérèglements du monde. Et c'est aussi la souveraineté alimentaire, la souveraineté alimentaire des autres. Quand vous parlez avec la rive sud de la Méditerranée, vous avez des pays qui ne pourront pas couvrir les besoins de leur population à eux seuls. On peut le tourner dans tous les sens, il suffit de regarder la géographie, le climat et le reste. Et ce n'est pas un grief fait à ces pays-là, ils ne pourront pas. Et nous pouvons exporter. Pourquoi ? Parce que nous avons des terres, un climat tempéré et des agriculteurs qui, depuis des siècles, le font. Donc, je n'oppose pas la capacité des pays, dans la mesure du possible, à être le plus capable de produire, mais aussi le fait que tout le monde ne pourra pas produire. C'est une vue de l'esprit. D'ailleurs, je ne sais pas si on peut projeter juste. Ça, pour le coup, cette carte est intéressante, puisqu'il paraît qu'on a des images. Ça va me divertir au milieu, et vous aussi peut-être. Celle-là. Ça, aujourd'hui, c'est la production... Non, c'est pas celle d'avant, la dépendance. C'est celle-là. Ça, c'est la dépendance alimentaire dans le monde. C'est la carte de la dépendance. L'Afrique, l'Asie, quand vous sommez la population, ça doit faire 3 ou 4 milliards de personnes. Pas complètement rien. Il y a certains pays qui vont pouvoir accéder à une meilleure autosuffisance. Donc, pardon, les pays qui sont en vert, c'est les pays qui sont exportateurs, ouais, et les pays en jaune... Qui ne sont pas dépendants alimentairement en net, on va dire, globalement. Et plus c'est foncé, plus ils sont importateurs, je suppose. Et plus c'est foncé, en jaune, plus ils sont importateurs. Donc, et vous voyez que quand même, vous avez... Et après, vous, la carte suivante. Comment ? Oui, mais ce n'est pas très étonnant.
Et après, la carte suivante, c'est la production de blé, parce que c'est pas mal de réfléchir céréales, dans le monde en 2050. Il y a plein de cartes intéressantes du GIEC, d'ailleurs, là-dessus. Vous voyez que les pays déjà très nettement importateurs vont avoir une difficulté. Vous voyez que le continent européen va avoir un gros problème, compris la France. Ce qui nécessite d'ailleurs de nous adapter. Et quand vous faites la carte production de biomasse, et donc pas le blé seulement, la carte qui reste verte, c'est la carte des Russes. Parce qu'ils vont pouvoir mettre en culture des terres qu'ils ne pouvaient pas mettre en culture du fait du froid. Bon. C'est comme ça, mais c'est pas, on n'y peut rien, je ne m'en félicite pas, mais c'est une réalité qui va s'imposer à nous. Et donc le continent, à UE, à 27, si on le pense juste dans l'espace français, et qu'on ne pense pas cette carte de souveraineté, qui va être un grave problème, parce que vous voyez le Brésil, etc., parce que là on est plus en finesse de géographie. Vous voyez l'Inde, vous voyez la Chine en surface, parce que le reste c'est déjà du désert, hein, le flanc ouest de la Chine. Vous avez devant vous, et nous avons devant nous, un grave problème. Et si ça, on n'en tient pas compte dans nos stratégies européennes et nationales, je pense qu'on fait une lourde erreur. Troisième élément, et c'est pour ça qu'on a besoin d'accords, libre-échange ou de commerce, j'en sais rien, mais ça, si on ne fait pas d'accord de commerce, je ne sais pas comment on va faire, en fait. Parce que, sauf à ce que vous me disiez qu'on s'est inversé, vous voyez la carte de l'Espagne, la carte de l'ouest de la France, du sud-ouest, d'ailleurs c'est la carte aussi de la crise agricole en partie, hein. C'est une carte d'un modèle qui est en train d'être en but au dérèglement climatique. C'est 2050, c'est une génération. Donc ça va aller vite. Et là, on a un sujet. Et quand vous regardez les populations afférentes à ces territoires-là, ça va être assez lourd. Il y en a plein d'autres, mais vous me réinviterez, Monsieur le Président. Les terres agricoles captées par les puissances étrangères. Globalement, en fait, c'est une vue de l'esprit. Je n'ai pas les chiffres en tête, mais d'ailleurs, pourquoi on n'a pas ça? Et donc on doit pouvoir collectivement s'en féliciter, parce que le droit du fermage, le bail en France, qui est ultra dérogatoire au droit de propriété, quand vous regardez bien dans le détail, je ne suis pas sûr même que les révolutionnaires de 89 avaient ça en tête. Ça n'est pas passé par les fourches codines du Conseil constitutionnel, ce texte-là, mais le droit à bail, c'est un droit ultra protecteur de l'exploitant agricole, y compris dans sa succession. Et c'est pour ça, un, qu'on a des prix plutôt modérés des terres et des baux, et deux, pour ça qu'aucune puissance étrangère ne peut vraiment venir, et que ceux qui sont venus sont généralement repartis parce qu'ils n'ont pas trouvé les choses. En revanche, là où vous avez raison, il y a un certain nombre de pays qui ont peu de surface arable, qui vont sur le continent africain ou sur d'autres continents. Alors ça, vous avez raison. Et ça, c'est un élément géopolitique. Alors, ça serait une carte qu'on pourrait vous faire. C'est la carte des surfaces dans chaque pays qui n'appartiennent pas aux paysans de ces pays. Mais en France, objectivement, c'est ultra marginal. Ce d'autant, le droit au bail, plus les investissements, le contrôle des investissements étrangers en France, qui vient, comme vous le savez, ramasser ces choses-là. Si il y avait des choses qui étaient dévoyées. Donc, ce n'est pas un risque national, objectivement. Il y a un petit risque quand même, pour le coup, au risque de vous étonner, dans ce que je vais dire, il faut faire attention à la financiarisation du système agricole. Et dans les textes que nous allons avoir à voir, le bail, l'exploitation familiale, la structure GAEC est assez protectrice de ça. Mais on voit bien aujourd'hui la montée du prix des terres. Il y a quand même des gens qui vont un peu plus spéculer qu'on spéculait avant. Avant, un propriétaire foncier agricole, il venait chercher son bail. Il avait du patrimoine, il en était content, il demandait à l'agriculteur d'entretenir assez correctement ses terres, point à la ligne. Même chose pour la forêt. Mais compte tenu des enjeux géopolitiques et des cartes que je viens de montrer, les terres vont être rares en production et vont avoir de la valeur plus puissante et au-delà de la seule production agricole, production de biomasse, stockage de carbone, etc. Et là, il y a un petit risque, non pas étranger, mais à la fin, à qui appartiennent les millions d'hectares de terres françaises. Et ça, il y a un sujet sans doute devant nous, mais ce n'est pas un sujet investissement étranger. Sujet investissement étranger, c'est un certain nombre de pays qui vont en Afrique, qui vont aller en Ukraine. D'ailleurs, en Ukraine, il y a beaucoup d'investissements étrangers. La propriété ukrainienne et pas seulement ukrainienne. Et qui vont aller chercher des terres arabes parce qu'ils n'en ont pas eux. Donc, ils vont aller chercher leur souveraineté chez les autres. Et ça, pour le coup, c'est un problème, me semble-t-il. Merci, Monsieur le Ministre. Pour le groupe Les Républicains, la parole est à Nathalie Serre. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, un constat et quelques questions.
Vous avez dit construire la souveraineté, ça prend du temps. Vous avez dit la souveraineté, c'est aussi la capacité exportatrice. Vous avez dit la capacité à se nourrir, surtout et en plus dans les grands dérèglements climatiques du monde. Très bien. Donc, pourquoi tout court, si vous le voulez. Du coup, pourquoi surtranspose-t-on depuis 2017 Pourquoi permettons à des organismes tels que les soulèvements de la terre d'être au salon de l'agriculture? Ça, c'était la réflexion. Je ne vous demande pas particulièrement de réponse sur le sujet. La question, depuis 1982, il existe des protocoles qui sont signés entre le ministère de la Défense et celui de l'Éducation nationale pour développer le lien entre la jeunesse et la défense. Depuis mai 2016, la signature du protocole interministériel développant les liens entre cette fameuse jeunesse et la défense et la sécurité nationale intègre le ministère de l'Agriculture. Il s'agit notamment de prendre en compte les 190 000 élèves et étudiants de l'enseignement agricole qui constituent effectivement une forte communauté éducative. Donc c'est un vrai bel enjeu. Il y avait 5 axes prioritaires, je ne reprendrai pas les axes. L'action conjuguée et inédite de ces 3 ministères contribue à renforcer le lien entre la jeunesse et la défense dans un contexte national marqué par la nécessité d'accroître la cohésion républicaine et citoyenne. Donc le diagnostic de 2016 était plutôt bon, enfin je trouve qu'il était même très pertinent. 8 ans après le coup d'éclat des étudiants à Agrotech Paris en mai 2025 sur, je cite, 2022, je cite, nos métiers sont destructeurs. Quel bilan tirez-vous de ce protocole ? Et je vous pose la question, est-il prévu un autre protocole puisque depuis 2016, il n'y en a pas eu de nouveaux qui ont été signés. Merci. Et merci en tout cas d'aborder le sujet des lycées agricoles pour lequel vous êtes ministre de tutelle privé et public. C'est d'ailleurs une spécificité française dont il faut se féliciter, non pas que je veuille garder mon précaré avec vigilance, mais je le fais comme tous les ministres de l'Agriculture, je tiens à l'enseignement agricole, en ce que sa spécificité, d'abord, au travers le monde, tout le monde regarde cette spécificité d'un enseignement agricole qui soit bien lié à son ministère de production, si je peux dire. 2, je le dis au passage, d'abord, c'est un des rares enseignements, malgré la baisse démographique, qui a plutôt une stabilisation, voire une légère augmentation de ses effectifs. Petit signal. 2, c'est un des enseignements qui est le plus intégré, le plus intégré. On a un taux d'internat qui est très élevé, et 2, qui intègre le plus de jeunes qui sont parfois dans des situations initiales, sociales, qui sont désespérées, on va dire les choses comme elles sont, et ils trouvent souvent leur chemin. Il y a 200 métiers, etc. Premier élément. Deuxième élément, vous avez raison, ça c'est alors comment les sujets agricoles poussent les autres, mais il faut qu'on réinitie ce protocole parce que je pense que c'était une bonne idée, je partage votre sentiment, et qu'on a besoin, dans ce lien armée-nation, dans ce lien défense, dans ce lien souveraineté, désormais que la souveraineté est plus explicitement posée au milieu de la table, de travailler avec les écoles sur ce sujet. On a besoin aussi dans les écoles, en particulier les écoles supérieures, un peu de retrouver parfois le fil de l'exploitation agricole et de la production. Pardon de ce que je vais dire, Monsieur le Président, mais il fut un temps quand j'ai fait mon service où je voyais beaucoup de gens qui devaient faire leur service, mais qui ne faisaient pas leur service, qui trouvaient toutes voies et moyens. Et moi qui ai fait un peu piou-piou, c'est bien aussi que des gens qui se forment à l'agriculture dans les écoles supérieures, ils voient un jour un exploitant agricole. Pas une insulte, c'est pas une offense. Et pour connaître un certain nombre d'ingénieurs agronomes, le stage en immersion d'entreprise d'1 mois dans une exploitation, qui laitière, qui porcine, qui céréalière, n'est pas inutile et mauvais pour la santé. C'est pas une question d'idéologie, ils vont dans une exploitation. J'ai bien entendu idéologie. Oui, c'est pour... Deuxième élément, oui, je pense qu'on a besoin, pour les raisons qu'on vient d'évoquer de souveraineté, Vous m'avez pas entendu dire qu'il fallait en rabattre sur les questions de dérèglement climatique, de biodiversité. Jamais. C'est pas une question d'idéologie, c'est une question de nécessité. Mais l'idéologie qui... Non, mais j'ai bien entendu que c'était pas moi que vous mettiez en cause. Mais en revanche, je combattrai toujours une idéologie qui consiste à... Alors qu'on est formé pour aider l'agriculture, à pointer du doigt l'agriculture. C'est quand même un truc curieux. Comme si les médecins vilipendaient leurs malades. Vous voyez, c'est quand même un concept assez bizarre. Moi, j'ai besoin d'ingénieurs agronomes
J'ai besoin de techniciens qui viennent accompagner les agriculteurs, leur dire c'est compliqué, mais on va vous accompagner. J'ai un problème dans les Pyrénées-Orientales, j'ai plus d'eau ou pas assez d'eau. Comment je fais pour trouver un système résilient et pas qu'ils leur disent arrêtez de faire du maïs parce que de toute façon ils en font plus, ils en ont jamais fait. Parce que dans les Pyrénées-Orientales, à Perpignan, c'était pas une terre de production de maïs. Donc oui, on a besoin, y compris d'avoir une dimension dans les écoles supérieures et pas que. Je pense que dans les lycées agricoles aussi, ça pourrait se faire. Une dimension souveraineté. Mais la souveraineté, elle passe aussi par la résilience des systèmes. Vous voyez ce que je veux dire ? On a besoin d'organiser quelque chose qui permette de travailler là-dessus. Et puis enfin, lien armée-nation, la première fois que j'ai été invité sur les sujets que nous évoquons aujourd'hui, c'était par le chef d'état-major de la marine qui m'avait demandé d'intervenir au Salon de l'agriculture l'an dernier, et après à l'IHEDN, parce que justement, il y avait ces sujets-là sur la table. Donc on a besoin... de le faire dans les établissements d'enseignement supérieur et de renforcer ce qui a été ce protocole. 2, il faut qu'on le fasse dans les lycées agricoles. Et 3, je pense, et c'est l'objet y compris de la PLOA, de travailler à l'école primaire pour dire l'agriculture, c'est un objet de souveraineté aussi puissant que bien d'autres sujets. Parce que tant qu'on n'aura pas remis ça dans nos inconscients collectifs, moi je suis un enfant à qui on a appris quand on était à l'école qu'il y avait l'économie primaire, l'économie secondaire, l'économie tertiaire. On nous expliquait que l'économie primaire allait disparaître, que c'était résiduel, que le secondaire, c'était quand même un truc de pays pauvres et qu'à la fin, nous vivrions dans le monde heureux de l'économie de service. J'ose pas dire combien d'années plus tard, mais une bonne quarantaine d'années plus tard, j'ai l'impression qu'on en est collectivement revenu. Mais c'était quand même ce qu'on enseignait et il n'y a pas de reproche à faire aux enseignants. Dans le collectif, nous estimions que nous étions dans une logique où l'agriculture pouvait rester résiduelle. Les guerres, les désordres géopolitiques nous obligent à ça. Donc, je pense que le primaire aussi est un endroit où on doit... C'est pas lien armée-nation quand on le fait en établissement supérieur, mais c'est ce lien-là de ce que sont les enjeux du moment. Et l'enjeu agricole est un enjeu du moment. Je pense qu'il faut le restaurer au-delà de ce qu'on peut faire dans les établissements d'enseignement agricole. Merci. Pour le groupe démocrate, la parole est à Geneviève Darrieussecq. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre. Bon, beaucoup de choses ont été dites et développées, donc c'est vrai que quand nous arrivons en position, disons, pas dernière, mais avant-dernière position, c'est un peu difficile de renouveler les choses. Mais ce débat est très intéressant. Ce débat est très intéressant parce qu'il nous montre d'abord que on est d'accord, l'alimentation, l'agriculture, c'est une arme. C'est une véritable arme. Ça peut devenir une arme pour certains. D'ailleurs, M. Poutine s'en sert très bien pour déstabiliser les marchés. Et j'aurai une première question qui sera bien sûr de la politique fiction qui n'arrivera jamais. Envisage-t-on une stratégie ? Quand le président de la République dit M. Poutine ne doit pas gagner, il y a aussi, dans le domaine agricole, des répercussions. Si M. Poutine gagnait, quel serait le niveau de déstabilisation pour nos agriculteurs? Il serait très puissant, je pense. Deuxième chose, je suis très intéressée, et peut-être pourrions-nous développer les sujets de résilience. Alors, j'ai bien compris qu'on en était au départ. Mais les sujets de résilience, ce sont vraiment des sujets de sécurité pour notre pays qui sont majeurs. Alors, la résilience entraînera-t-elle les agriculteurs seront en première ligne des facteurs de résilience. Devront-ils, envisage-t-on, qu'ils changent de mode de culture, qu'ils changent de culture? La résilience fera intervenir aussi l'industrie agroalimentaire. Devra-t-elle évoluer? La résilience devra faire aussi concerner nos concitoyens. Devront-ils changer d'alimentation? Donc on a tout un pan qui est très passionnant à étudier, à envisager et potentiellement à structurer. Je parle en cas de conflit majeur. Très simplement, et quel doit être le niveau de cette résilience? Est-ce que ça doit être régional? Est-ce que ça doit être national? Est-ce que ça doit être européen? Donc on a vraiment cette réflexion à avoir, je crois, importante dans notre 21e siècle qui est très perturbé. Et cette réflexion, eh bien, elle s'impose à nous parce qu'il faut protéger les populations. La faim étant FAIM,
étant bien entendu un des dangers majeurs que puisse courir une population et un pays. Monsieur le ministre. Merci beaucoup parce que ça permet, parce que l'idée m'avait traversé la tête et j'avais oublié, c'est quoi la bonne échelle de la souveraineté et de la sécurité alimentaire? Parce que ça, c'est un bon sujet de réflexion. Premier élément de réponse, oui, l'alimentation est devenue une arme. Elle l'a toujours été d'une certaine façon, quand en tout cas il y a des empires, des puissances qui l'ont toujours considéré comme quelque chose qui était un élément central de leur stratégie de souveraineté et d'indépendance. Je suis très frappé de voir, quand je rencontre un certain nombre de collègues européens, évidemment extra-européens, à quel point, sans être utopique, inutilement utopique, mais c'est bien d'être utopique parfois, sur les sujets de dérèglement climatique et de résilience des systèmes agricoles, il y aurait quand même besoin de coopération. J'y ajoute un élément, c'est que nous avons, le CIRAD, l'INRAE, un certain nombre d'organismes qui sont reconnus mondialement pour leur capacité de recherche, d'accompagnement, de développement sur différents lieux, et qui peuvent être aussi des vecteurs de cette volonté de coopération. Parce qu'on aurait paradoxalement plus que jamais besoin de coopération, et on est dans un monde qui est décoopératif, si je peux dire les choses ainsi. Et quand même, la raison, à un moment, devra l'emporter, parce que si on est dans un monde décoopératif, on va avoir des sujets d'alimentation de continents entiers qui vont venir déstabiliser l'ensemble de la planète Terre, parce qu'on est quand même très interdépendant de cette question-là. Donc on a quand même, me semble-t-il, des éléments à travailler, en tout cas une réflexion à travailler, et nous pourrions, en stratégie française et européenne, être ceux qui disent, nous on veut de la coopération et céder, parce que moi il m'intéresse que le continent africain se nourrisse, et etc., 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 si je veux développer les choses. Deuxième élément, les éléments de la résilience. C'est plein de choses, la résilience. C'est... d'abord, les facteurs de production. Les phytos, les engrais, les semences. Nous sommes un leader mondial de semences. Il serait utile, me semble-t-il, que nous continuions à conforter les leaders mondiaux de semences que nous avons. Nous avons vraiment des leaders mondiaux. Donc là, c'est le sujet des moyens de production pour eux, de l'accès à l'eau. C'est-à-dire... l'Imagrin a besoin d'eau pour essayer de développer un certain nombre de semences. Donc, si nous perdions des opérateurs comme cela, nous ferions une erreur tragique, parce que des leaders mondiaux de semences, il va y en avoir. Je préfère qu'ils soient sur le continent européen, et mieux encore, je préfère qu'ils soient français. Et nous avons une expertise reconnue dans le monde, de recherche et d'innovation. Ça amène d'ailleurs à la question, sur la question européenne, d'un débat qui est sur la table aujourd'hui, des nouvelles techniques génomiques. On peut se croire une île déserte sur le continent européen. On a besoin des nouvelles techniques génomiques dès lors qu'on a mis quelques balises, parce que en termes de résilience face au dérèglement climatique, de réduction des produits phytos, c'est un outil hyper puissant. Deuxième élément, on a besoin de construire la résilience des systèmes. Ça m'amène à l'agroalimentaire d'ailleurs, c'est-à-dire qu'il y a des territoires où la production va évoluer, en fonction en particulier du dérèglement climatique. Mais ça pose toute la question non seulement de quelles productions peuvent être sur le territoire, de quels sont les moyens, facteurs de production, en particulier l'eau, qu'on peut asseoir sur ces territoires quand même pour assurer le minimum qui permet quand même d'avoir une agriculture. S'il n'y a pas d'accès minimum à l'eau dans les Pyrénées-Orientales, il n'y aura rien. Pas pour, comme on dit, pardon l'expression, faire pisser de la vigne à 300 hectos l'hectare, ce qui n'existe pas. Mais enfin, c'est pour donner un excès. C'est juste pour que la vigne ne meure pas. C'est juste ça. Ça, c'est une résilience. La vigne ne meurt pas, c'est une résilience. L'abricotier ne meurt pas, c'est une résilience. Donc, cette question de gérer cette eau, non pas dans une logique que certains veulent caricaturer de productivisme, mais dans une logique de comment on s'y tient, parce que si un pied de vigne ne résiste pas à la sécheresse, je ne sais pas bien ce qui peut résister à la sécheresse, en fait. La broussaille, puis l'incendie. Et donc ça, on a besoin de le construire. Et donc on a besoin de se dire comment vont évoluer les systèmes, quel type de production, quels sont les volumes qui pourront être produits, et comment vont s'organiser les outils de transformation. Ce qui est un temps long, hein. Quand on réfléchit, c'est du temps long. Simplement, si on veut y compris sortir de la crise agricole, il faut qu'à la fois on gère l'urgence que je m'emploie à faire, et après qu'on leur dise, bon, Pyrénées-Orientales, comment on va faire ? Vous aviez une vocation arbo-maraîchage, qu'est-ce qu'on peut maintenir, comment ça peut évoluer, quelle est la place de l'élevage, qu'est-ce qu'on fait dans les zones de montagne, qu'est-ce qu'on ne pourra plus faire, comment on réutilise l'eau, enfin bref, c'est tout. Il faut mettre
moi, j'ai bien la volonté de faire de ce territoire, et on va l'élargir pour ne pas faire de jaloux aux frontières, mais je vois bien que certains s'en contenteraient, mais de montrer ce qu'on peut essayer de construire comme modèle un peu plus résilient. Attention à ne pas construire des modèles aussi où on construit sur des châteaux de sable, parce que ça serait une petite erreur, me semble-t-il. Troisième, donc la résilience, c'est les systèmes de production, les outils de transformation, et ça, c'est un sujet important. Et puis après, quelle échelle de résilience ? Alors, tout mon général, comme dirait l'autre, je pense que c'est à toutes les échelles que ça se construit. Je pars au niveau européen et mondial, on a quand même besoin de construire une résilience qui soit sur la question des engrais, de l'énergie, sans doute du dialogue commercial renouvelé qui pose la question de l'agriculture comme un élément stratégique d'un débat. Je rêve du jour où on dira on a fait moins d'échanges sur tel produit parce qu'on a choisi de défendre le produit agricole. Que ça soit plus ancré dans les... Et ça, c'est plutôt au niveau européen. Deuxième élément, on a besoin de penser au niveau européen ce que c'est qu'une stratégie mondiale sur l'alimentation et qu'est-ce qu'on a à dire à la fois pour assurer nos productions, nos voisinages et les dérèglements qu'on a sous les pieds ou sous la vue devant nous. Ça, c'est plutôt européen. Niveau national, c'est d'essayer de regarder, y compris dans ce que je viens de dire d'adaptation des modèles, quels sont les sujets sur lesquels on considère qu'on est en capacité de fournir nous-mêmes à des prix qui soient et des coûts qui soient dans l'ordre de la compétition, pour le coup, européenne. Et puis, il y a quand même, je trouve que la tradition aux fruits et légumes française, on ne peut pas l'avoir perdue en 30 ans sans se dire qu'on doit pouvoir la retrouver, en tout cas en partie. Après, on aura une question, c'est dans ces évolutions de modèles, je rappelle que 50% de nos céréales au moins sont exportées, que, on va peut-être montrer d'ailleurs le graphique, c'est l'occasion de le montrer. Merci Yves. Ça, c'est le taux d'approvisionnement. Oui. L'autre, le précédent est plus explicite, en tout cas pour moi. C'est compliqué, hein, la technologie. Le taux d'auto-approvisionnement par ordre décroissant pour la France. Vous voyez, on a quand même, sous la barre noire, on n'est pas autosuffisant. Sur la barre, on est quand même sur un certain nombre de secteurs. Mais il est ennuyeux que sur les fruits et légumes tempérés, on ne soit pas autosuffisant. Il est ennuyeux que sur la viande bovine, on est en limite, mais quand même, on puisse ne pas être autosuffisant. Il est ennuyeux, je le dis, parce que soja, ça, c'est un problème. Parce que soja, c'est les protéines, c'est importé de très loin, ça nous met en dépendance. Donc, stratégiquement, qu'on récupère le soja, je serais assez volontiers. Puis, vous voyez, après, des sujets sur l'orge de brasserie, on est le leader mondial, je crois. De très loin, hein. Bon, c'est dommage, c'est de la brasserie. Je ne vais pas faire la promotion, avec modération, mais... parce que c'est pas que pour le manger, hein, pour ceux qui l'auraient oublié. Donc voilà, je pense que nous, au niveau national, on a ça. Et puis après, on a besoin de penser des plans de reconquête en se donnant des objectifs. Production, résilience et adaptation au dérèglement climatique, y compris les stratégies de décarbonation. Et il me semble que ça peut être intéressant. Est-ce que c'est intangible de dire qu'on est sur la poudre de lait écrémé à 250% du taux d'approvisionnement ? Peut-être que les modèles peuvent évoluer. Après, il y a des sujets sur lesquels on a une capacité, une productivité, on est plutôt meilleur que d'autres, ça serait dommage de ne pas en profiter. Reste le niveau local, que le président d'ailleurs a évoqué. Alors, autant j'ai du mal à converser avec l'idée, enfin à me convertir plutôt à l'idée du localisme, autant je pense que, y compris dans la résilience en cas de gros accidents, l'idée de savoir où on peut s'approvisionner dans une chaîne, ce qu'on a fait pour le Covid, n'est pas complètement inintéressant. En même temps, ce que nous savions faire dans les années 20, 30, 40, et qui a fait que chez nous, il y a eu moins de drames, même s'il y en a eu beaucoup déjà, pendant la Deuxième Guerre mondiale que dans d'autres pays. Mais nous étions un pays éminemment rural, beaucoup moins urbain. Là, nous avons une concentration urbaine, c'est un fait, qui fait que, évidemment, aller s'approvisionner chez le voisin, c'est plus tout à fait la même chose, par nature. Mais il me semble qu'on doit pouvoir construire, je trouve que les programmes alimentaires territoriaux, ils ont un intérêt de valorisation des produits agricoles, ils ont un intérêt de penser le système, comment dirais-je, dans sa capacité à fournir les cantines, la restauration. Il ne pourra jamais... les Bretons fournissent beaucoup plus qu'ils ne produisent, heureusement, parce que la terre d'Île-de-France ne peut pas produire autant que les habitants d'Île-de-France. Et donc, il va bien falloir qu'on accepte que le localisme doit s'entendre dans une version quand même un peu élargie. Et puis, par ailleurs, on fait plutôt des nectarines et des pêches
en Languedoc-Roussillon qu'en Bretagne. Et c'est faire offense à personne. C'est plutôt des pommes à cidre, si je peux dire. Donc c'est aussi ça. Les territoires français, même si la France n'est pas un grand pays en surface, ils ont quand même leur spécificité. Donc, mais construire une résilience, mais moi, ça répond plutôt à la question d'une crise, d'un gros... Je pense que si on avait une stratégie, on en parlait avec le président tout à l'heure, si on avait une stratégie de résilience qu'on va travailler, nous, au ministère, dans la stratégie de résilience, le sujet, c'est la chaîne alimentaire, comment elle se construit. Donc c'est agroalimentaire, grande distribution. Alors, il m'arrive de parfois vilipender la grande distrib, mais reconnaissons que dans ce mode-là, ça aide. Hein. Il faut penser... alors, c'est toujours un peu le problème de la Commission de la Défense, c'est qu'on pense toujours un peu au pire pour l'éviter ou pour l'anticiper. Mais il faut le faire. Et il me semble que là, on a quelque chose à construire. Et le local peut avoir cette vertu-là, en plus d'autres vertus qui sont celles de, comment dirais-je, de mieux valoriser des produits, en tout cas une partie des produits, dans un certain nombre de territoires. Merci, Monsieur le Ministre. Et comme on parlait de l'échelle internationale, j'ai profité de votre réponse pour me rendre compte que le budget du Programme alimentaire mondial, donc pour permettre la sécurité alimentaire aux populations qui en ont besoin, c'est 10 milliards d'euros par an, à comparer par exemple au budget des casques bleus, les opérations de maintien de la paix, 6 milliards. Donc on met presque 2 fois plus d'argent, et c'est heureusement pour aider les gens à se nourrir partout dans le monde que pour envoyer des casques bleus. Pour le groupe socialiste, la parole est à Mélanie Thomas. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, au nom du groupe socialiste, je vous remercie de venir nous rappeler l'indispensable combat pour notre souveraineté alimentaire. Vous l'avez dit dans votre propos, la disponibilité, la gestion et la sécurisation de nos ressources agricoles sont remises en question aujourd'hui par l'instabilité géopolitique, mais aussi par le changement climatique, et c'est bien de l'entendre dire, y compris dans notre commission. Le contexte récent en Europe de l'Est nous a montré que ces ressources pouvaient devenir un enjeu puissant, voire une véritable arme de guerre. Je voulais revenir sur le caractère stratégique de nos ressources avec, en novembre 2022, dans le cadre d'un entretien accordé à Ouest France, notre ministre des Armées, Sébastien Lecornu, qui mettait en exergue l'apparition d'un chantage aux matières premières alimentaires. La guerre en Ukraine a montré que ces ressources pouvaient être instrumentalisées à des fins purement géopolitiques et militaires, et c'est ce qu'a fait Vladimir Poutine en juillet 2023 lors du non-renouvellement de l'accord céréalier ukrainien. On a aussi évoqué la semaine dernière notre vulnérabilité sur les stocks d'engrais. Alors par quel type de dispositif est renforcer la souveraineté alimentaire française et d'autre part notre autonomie en matière de production agricole? Est-ce qu'une politique nationale de stockage public des denrées alimentaires est par exemple envisageable en cas de crise? Et existe-t-il un renforcement des politiques interministérielles en la matière? J'avais une deuxième question qui concerne les opérateurs d'importance vitale. Sans nous les dévoiler, est-ce que vous pouvez, Monsieur le Ministre, nous éclairer sur les types d'opérateurs d'importance vitale qui sont listés par votre ministère dans le secteur de l'alimentation et de l'agriculture, puisque là aussi, en matière de stratégie de protection de nos ressources, cette question peut être utile. Enfin, j'avais une dernière question, sans doute une question liée aux discussions avec les agriculteurs sur nos barrages récemment, pour faire écho aussi à la concurrence déloyale, notamment menée par l'Ukraine en matière de volaille. La volaille ukrainienne, c'est une réalité. Elle entre en concurrence avec la production de nos agriculteurs. Et votre graphique démontre que finalement, en matière de poulet, il y a un vrai sujet. Quels moyens pour renforcer les contrôle de ces denrées alimentaires qu'on importe à nos frontières et en particulier via nos ports? Les ports sont des endroits, des espaces d'intérêt stratégique en la matière. Est-ce qu'on renforce les contrôles via les ports français, Le Havre, Marseille-Fos par exemple, ou est-ce qu'on renforce les contrôles directement dans les pays compétiteurs pour s'assurer que nos produits indispensables à la souveraineté française répondent aux normes qualité de notre souveraineté? Le travail est-il bien fait en la matière, en particulier dans les ports? Et est-ce que vous envisagez des renforcements de procédures en la matière? Gabriel Attal, en tout cas, s'était engagé à renforcer ces contrôles. Je vous remercie. Monsieur le ministre. C'est pas 2 questions, c'est 5, non?
Non, mais c'est pas un reproche, mais c'est... Alors, je vais commencer par la volaille. Alors, le graphique, il montre deux choses. Ce graphique était à peu près le même avant la guerre en Ukraine. Il s'est sans doute dégradé. Mais on avait déjà un problème. Je vais vous dire le problème qu'on a, c'est qu'on ne peut plus faire sortir un bâtiment d'élevage de volailles dans ce pays. Donc on va faire en sorte qu'on en sorte des bâtiments. Parce que plus personne ne veut voir un bâtiment d'élevage de volailles dans son voisin, chez son voisin. Tout le monde trouve que c'est moche, que ça pue, que je ne sais pas quoi. Et ça, si on veut de la souveraineté, il va falloir qu'on l'assume. C'est d'ailleurs l'occasion de dire que c'est pour ça qu'on va simplifier et que, y compris dans le plan de souveraineté élevage, on va se donner des objectifs. Et les objectifs, c'est un objectif de production et un objectif de production sans bâtiment, ça ne va pas marcher, notre truc. Et donc, il faut qu'on assume collectivement le fait que cette reconquête sur la filière poulet, elle va passer par plus d'élevage. Et pas simplement, pardon, c'est pas ce que vous avez dit du tout, mais pas simplement 10 poules. Il va falloir qu'on ait des bâtiments d'élevage. Je rappelle qu'en Ukraine, les bâtiments d'élevage, c'est 1 million, 2 millions, 10 millions. Attendez, c'est pas ce que je vais dire. Mais si on pouvait ne pas vilipender des élevages qui font 5 000, 10 000 ou 15 000 volailles, qui sont plutôt des petits élevages, qui sont plutôt des élevages qui permettent à des gens en zone intermédiaire d'avoir un complément, qui avec des canards, qui avec de la volaille, il faut qu'on sorte des images d'Épinal. Il faut visiter un élevage de 2500 poulets en 4 bâtiments, ou 3000, et vous verrez que franchement, si on appelle ça industriel, ça va être compliqué quand même. On n'arrivera pas en tout cas à reconquérir, donc on pourra toujours montrer des graphiques, mais il va falloir être cohérent nous-mêmes. Premier élément de... Deuxième élément sur la question du stockage. Alors le stockage, c'est un vieux débat européen, parce que je rappelle que la dernière fois qu'on a fait des capacités de stockage, c'était dans la PAC, alors national ou européen, mais j'imagine mal, compte tenu du fait que sur le lait, on exporte autant, sur les céréales, on exporte autant, que ça ne soit pas dans un cadre européen. Sauf que dans le cadre européen, ça a coûté une fortune et ça a fini par être simplement de la production, puisque de toute façon... En revanche, je trouve que la question que vous posez, qui peut être une question de stock stratégique, c'est-à-dire comment on résiste, et ça fait partie d'une partie de la réponse sur, dans les éléments d'identification de sites stratégiques, les sites, pour moi, de cette nature-là, sont stratégiques. Les sites d'eau sont stratégiques. Vous voyez, parce que ça, c'est des sites, si on a un problème, d'ailleurs, quand Poutine fait la guerre, c'est ça qui bombarde. Les barrages sont des sites stratégiques, en fait. C'est pas que pour l'alimentation hydroélectrique. Si vous faites sauter Serre-Ponçon, vous avez un problème. Donc c'est ces éléments-là sur lesquels il faut, me semble-t-il, qu'on travaille, mais qu'on se pose la question, parce qu'en fait, on a des stocks stratégiques de pétrole. Tout le monde le sait. On a des stocks stratégiques de médicaments, autant que je me souvienne. Et la question de savoir est-ce qu'il y a une utilité, mais pour moi, elle devrait être plutôt européenne, parce qu'il y a une question de solidarité européenne, est une question qui est assez juste, sur laquelle, dans la résilience, il faut sans doute, me semble-t-il, travailler. Après, et je finis, j'ai imparfaitement répondu sur les poulets ukrainiens. D'abord, ce n'est pas dans nos ports qu'ils arrivent. Hein. La géographie m'oblige à dire que c'est plutôt dans les ports d'avant et assez peu au Havre, parce qu'il faut faire un grand tour pour les volailles ukrainiennes, donc ils viennent de plus près. Donc c'est plutôt les ports néerlandais et autres, c'est par là que ça rentre. Personne ne peut garantir qu'il n'y a pas des gens qui échappent au contrôle. On a deux sujets, c'est, j'allais dire, la francisation, c'est plutôt l'européanisation, c'est-à-dire que ça rentre en Pologne, c'est transformé, puis paf, c'est devenu européen. Donc là, il y a des contrôles à faire, dans les ports, et c'est tout l'objet, me semble-t-il, d'organismes de contrôle européens, pour le coup. Parce que je préfère qu'on le fasse en européen, parce que je veux être sûr que tout le monde joue la même partition dans chaque pays européen. Pour faire en sorte qu'on s'assure bien que, quand on dit pas plus de tant de volume de poulet ukrainien, c'est bien pas plus de tant de volume de poulet ukrainien. Mais c'est pas tant Le Havre est fausse sur ces sujets-là. Le Havre, c'est plutôt les céréales, mais c'est pas là qu'elle file plutôt qu'elle n'arrive au Havre, majoritairement, ou Rouen. Et sur le poulet, il arrive plutôt à Rotterdam, et c'est plutôt, je fais pas de grief aux Néerlandais, mais c'est plutôt par là que ça arrive que par ailleurs, me semble-t-il. Mais ça n'obère pas la nécessité, me semble-t-il, de le faire en européen, parce que je pense que c'est un peu important. C'est 1% en gros de ce qu'on contrôle qui est considéré comme non conforme et qui
qui est tapé par les services de contrôle. Je pense qu'il y a des choses qui se passent objectivement sur ces questions-là. Je ne nous sens pas assez opérants au niveau européen sur cette question des contrôles. Voilà. Donc faut avoir un corps de contrôle européen, premier élément, et deuxième élément, qui soit doté de moyens qui lui permettent d'aller un peu partout en Europe pour vérifier que quand on vous dit poulet d'Europe, c'est bien un poulet d'Europe. C'est valable pour le miel, c'est valable pour des tas de sujets. Il y a des opérateurs indélicats. On ne va pas dire le contraire. Merci. Pour le groupe Horizon, la parole est à Loïc Kervant. Merci, Monsieur le Président. Je voudrais commencer par saluer au nom du groupe Horizon votre présence devant cette commission, Monsieur le Ministre. Je crois qu'elle illustre deux choses qui sont intrinsèquement liées. D'abord, notre stratégie parlementaire transpartisane, Monsieur le Président, et l'investissement par la Commission de l'entièreté de son champ, avec un concept large de la défense nationale. Et puis, une prise de conscience et une politique de souveraineté alimentaire, industrielle, stratégique portée par le président de la République. Et je crois que c'est heureux parce qu'avec le Covid puis l'Ukraine, nous avons pris finalement deux fois la même leçon, à la fois celle de notre dépendance aux flux mondiaux et l'extrême fragilité de ceux-ci. Vous avez parfaitement exposé, Monsieur le Ministre, les enjeux, les principes de la résilience dans vos matières, mais j'ai encore un peu de mal à voir concrètement où est-ce que l'on en est. Je remercie ma collègue Mélanie Thomas qui m'a ôté la question de la bouche sur la question des stocks stratégiques à l'image des hydrocarbures. Mais moi, je voudrais vous interroger sur où est-ce qu'on en est concrètement de, par exemple, la cartographie et l'identification des fragilités sur les facteurs de production clés. Où est-ce qu'on en est sur l'éventuel travail de relocalisation de la production de certains, par exemple, des engrais azotés ou de la construction d'alternatives quand c'est la piste à explorer. Est-ce qu'il existe des outils juridiques, par exemple, de blocage des exports sur certaines matières premières agricoles qui nous permettent de retenir celles-ci en cas de crise? Est-ce qu'on a des plans par filière pour celles qui sont les plus faibles, comme les fruits et légumes que vous avez mentionnés, pour revenir et repasser au-dessus de la barre? Voilà, si on pouvait décliner un peu concrètement sur ces matières, merci beaucoup. Monsieur le ministre. Monsieur le député Kervant, d'abord, il ne vous aura pas échappé qu'il y a 3 ans, nous n'aurions même pas commencé à balbutier cette conversation. Tout le monde considérait que, oui, on perdait un peu, mais que la question de la souveraineté n'était pas majeure. Deuxième élément, il y a des éléments concrets, mais je suis sûr que vous avez pu en prendre connaissance, mais le plan de souveraineté fruits et légumes, ça existe. Je vous invite à regarder ce qu'on fait sur la filière blé dur. Je vous invite à regarder ce qu'on fait sur la filière protéines. C'est des plans, des moyens, de la PAC, parfois. Donc on a bien ça sur la table. Après, on a besoin de travailler sur la question engrais azotés, mais qui arrive assez tardivement dans le process. C'est plutôt la crise ukrainienne. Parce que tout le monde trouvait génial, tout le monde, que les Biélorusses et les Russes nous fournissent en engrais azotés, théorie des avantages comparatifs, bien connue, qui disait ça c'est un truc, puis c'est compliqué, puis c'est polluant parfois, puis c'est des Céveso partout, et donc ça va être beaucoup plus simple pour tout le monde de le faire chez le voisin. Bon. Et donc c'est le travail qu'on va mener cette année, et d'ailleurs dont aura la charge Agnès Pannier-Runacher, sur cette question de plan de reconquête engrais. Sachant que c'est à 2 échelles. C'est et là aussi, c'est comme les bâtiments d'élevage de volailles, il va falloir qu'on accepte d'avoir des usines qui produisent des engrais. Hein. Parce que moi, je ne sais pas faire autrement. Et 2, il va falloir qu'on réfléchisse sur engrais minéraux vers engrais organiques. Ce qui est compliqué parce que les zones où on a besoin des engrais ne sont pas tout à fait les zones d'élevage. Et transporter de l'engrais organique, enfin bref, c'est... La rationalité économique n'est pas encore tout à fait avérée, ce qui posera des questions de coût et donc de prix. Hein. On ne va pas se raconter l'histoire. Parce que regagner sa souveraineté, ça a un prix. Ça a un coût et donc un prix. Il me semble que c'est un élément important. Et donc, on va continuer à décliner comme ça. On a devant nous la volaille, j'en ai parlé, mais je considère que la volaille et le porc, mais en particulier la volaille, c'est une question d'abord de simplification. Parce que c'est un bel objet de diversification pour les gens qui font des grandes cultures, et notamment dans les zones intermédiaires, d'avoir un atelier dans les tailles que je viens d'évoquer de volaille. C'est un bon objet, une fois qu'on est un peu débarrassé de la grippe aviaire. Je touche du bois, mais pour l'instant, on est plutôt dans un horizon, sans mauvais jeu de mots, plus favorable. Et ça, il faut qu'on travaille sur... Donc l'idée, c'est de continuer à décliner des plans de souveraineté filière par filière, avec des moyens qui sont ceux de la planification écologique. Après, on a besoin de reconstruire, ce que je disais tout à l'heure, territoire par territoire, un certain nombre
de production ou de zones de production structurelles qui vont changer du fait du dérèglement climatique. Qu'est-ce que je fais en Languedoc-Roussillon? Quelles sont les productions qui vont pouvoir pousser? Est-ce qu'il y a un peu de diversification à rajouter? Un peu plus d'oliviers, un peu plus de ci, un peu plus de ça. Je rappelle qu'on n'est pas du tout autosuffisant en olives. C'est marginal, mais enfin, c'est quand même pas complètement idiot. Après tout, si on veut couvrir des besoins et que ça vient matcher avec un problème de dérèglement climatique, c'est pas complètement idiot. Quant à l'affaire des stocks stratégiques, j'ai dit ce que j'en pensais, mais je pense que dans le travail que nous avons à faire de la résilience, est-ce que c'est utile ou pas, c'est une bonne question. Ça répond aussi à la question d'ailleurs de ce que vous dites, est-ce qu'on peut empêcher des importations? On a fait tous au Covid, vous savez. Oui, non, j'ai bien compris, les exportations. Bon, je ne suis pas sûr qu'il y ait besoin de se compliquer la vie sur un certain nombre de sujets, que immédiatement, si nous avions un sujet, nous délibérerions à la même vitesse si jamais tout à coup, il s'avérait que sur les céréales, on était en capacité de manquer. C'est pas ce que vous avez dit d'ailleurs, mais ne nous faisons pas trop peur sur le sujet, parce que en céréales, en lait, en pommes de terre, ce qui sont quand même un peu des en sucre, ce qui sont quand même un tout petit peu des produits de base. Par ailleurs, attention, nous-mêmes, c'est pour ça qu'on a besoin de le penser en résilience européenne, parce que si nous, on ferme les frontières sur les sucres, ça va avoir un petit effet dans le monde. Comme sur l'orge, comme sur les céréales, parce que nous sommes un gros opérateur mondial. Contrairement à il y a des sujets sur lesquels la décroissance a été pas bonne, etc. Mais sur les produits que je viens d'évoquer, si on sort du marché, il faut vraiment une situation de crise qui soit une situation de crise assez dramatique pour être dans cette configuration-là. Mais dans le plan de résilience qui est travaillé, évidemment, il y aura cette question-là. C'est qu'est-ce qu'on estime de stratégique? C'est plutôt autour des céréales que les sujets doivent se concentrer, parce que c'est le début de la chaîne, et puis c'est l'alimentation de base. Historiquement, c'est celle-là par laquelle on commence pour le reste. Et donc, c'est un élément... Et donc, on peut aussi ne pas donner des agréments d'export. Ça, c'est pas compliqué de faire ça. Mais on n'en est pas encore là. Mais c'est dans une stratégie quelque chose qu'il faudra poser. Merci, Monsieur le Ministre. Et d'ailleurs, sur la question des stocks stratégiques, on devra se poser la question dans le cadre de ce cycle sur ce qu'on demande aux citoyens eux-mêmes. Il y a beaucoup de pays qui demandent à leurs concitoyens d'avoir chez eux quelques jours d'avance d'eau et d'alimentation. En France, on a plutôt tendance à dire « vous inquiétez pas, l'État sera là dans tous les cas ». Je pense qu'on devra se poser cette question-là à l'issue du cycle. Nous avons terminé avec les orateurs de groupe. J'ai été saisi de 5 questions individuelles que je vous propose de prendre de manière groupée. La parole est à Corinne Vignon. Merci, Monsieur le Président. Alors, Monsieur le Ministre, vous avez déjà répondu en partie à ma question, puisque je m'intéressais à la volaille. Ceci dit, bon, il y a peut-être 2-3 choses qu'on peut voir ensemble. Donc, bien évidemment, cette filière volaille s'inquiète de l'augmentation des importations ukrainiennes. La libéralisation du marché intérieur décidée en soutien à l'Ukraine a des effets notoires, puisque les importations ont bondi de 180%. Entre 15 et 25 000 tonnes de volailles arrivent chaque mois en Europe. En France, les importations de volailles ont augmenté de 74% au premier semestre 2023. En somme, le marché européen est inondé de poulets ukrainiens que nous retrouvons dans les produits transformés, dont les prix d'achat sont à minima 2 fois moins chers que ceux produits en France. Alors, bien entendu, notre soutien à l'Ukraine doit rester sans faille et ne se questionne pas. Cependant, celui-ci doit se faire en protégeant nos éleveurs français impactés par l'ouverture du marché. Ainsi, Monsieur le Ministre, quelles mesures comptez-vous prendre pour protéger le marché intérieur? Comment contrer ces produits, toutes ces productions intensives qui ont des bâtiments, comme vous le disiez, qui comptent 1 ou 2 millions de poulets, voire plus, est largement discutable en matière de qualité et de viande. Et je ne parle même pas d'un sujet qui m'est cher, mais c'est le bien-être animal. Donc, même pas on en parle. Comment voyez-vous les choses? Et en plus, vous me disiez qu'il était difficile d'implanter de nouveaux élevages en France. Donc, comment faire? Je vous remercie. Merci. La parole est à Muriel Levrault. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, avec le modèle agricole industriel actuel, nous sommes rapidement dépendants des intrants, engrais et pesticides que nous importons massivement, alors que nous pourrions nous en passer. Vous avez dit que vous ne savez pas faire sans, mais je vous assure qu'il y a des chercheurs qui ne demandent qu'à enseigner de nouvelles façons de faire.
Comment comptez-vous faire pour faire de la souveraineté alimentaire une priorité si vous continuez à prendre des mesures qui vont à l'encontre de la préservation de la biodiversité et du vivant? Je parle notamment de la suspension du plan Éco-Phyto. Et deuxième question. En avril 2023, l'Observatoire Défense et Climat a publié un rapport intitulé « Les ressources agricoles face au changement climatique, enjeux de défense et de sécurité » qui reprend ces problématiques et propose des pistes de résolution. L'un des objectifs mentionnés est l'ouverture de groupes de réflexion interministériels pour amorcer une réelle coordination entre notamment le ministère des Armées et le ministère de l'Agriculture. Est-il donc prévu de construire un tel groupe de réflexion ministérielle? Et comment, au niveau institutionnel, vous comptez mettre en place une vraie coordination entre les deux ministères pour garantir que les questions de sécurité alimentaire soient complètement intégrées à la stratégie française de défense? Donc 2 questions très différentes. Merci. Merci. La parole est à Julien Rancoul. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre. Au sein de cette commission, et particulièrement parmi les députés du Rassemblement national, nous exprimons depuis longtemps notre préoccupation quant à la potentielle perte de notre souveraineté industrielle et militaire. C'est pourquoi nous avons toujours défendu la production de nos armes et de nos munitions en France, en parallèle d'un soutien massif à nos entreprises du secteur de la défense. Les crises internationales ne sont pas à exclure, comme en témoigne la situation suivant la guerre en Ukraine après le 24 février 2022, où nous avons fait face à d'importantes tensions concernant nos importations, notamment en ce qui concerne les munitions de petit calibre, pour lesquelles nous pensions être à l'abri de tout problème d'approvisionnement. Le problème est le même pour l'agriculture. Nous devons être en mesure de nourrir notre peuple si jamais les soubresauts géopolitiques venaient à entraver considérablement nos importations de produits alimentaires. Ainsi, ma question est simple. Monsieur le ministre, vous qui avez défendu pendant de nombreuses années les traités de libre-échange avec le monde entier, êtes-vous désormais conscient de la nécessité pour notre pays d'atteindre une souveraineté alimentaire en défendant nos agriculteurs et nos pêcheurs français? Ils ne peuvent plus être confrontés à une concurrence déloyale, mettant en danger non seulement leurs exploitations, mais aussi la sécurité alimentaire globale de la France en cas de difficulté d'approvisionnement pour nos importations de produits alimentaires. Je vous remercie. Merci. La parole est à Jean-Pierre Cubert-Tafon. Merci, Monsieur le Président Gassillou, Monsieur le Ministre, chers collègues. Monsieur le Ministre, les dérèglements climatiques vont bouleverser les stratégies de sécurité alimentaire des États, entraînant des réactions en chaîne sur les écosystèmes et un risque de crise accrue, fragilisant les systèmes agricoles. En réponse à ces enjeux, on constate un mouvement de protection des souverainetés alimentaires nationales et de hausse des tensions géopolitiques liées à ces questions. Nous l'avons bien vu, l'offensive menée par la Russie contre l'Ukraine a bouleversé la sécurité alimentaire mondiale. En bloquant l'exportation des céréales ukrainiennes, la Russie déstabilise les marchés agricoles mondiaux et plonge de nombreux pays dans un risque de crise alimentaire. Monsieur le ministre, pensez-vous que notre pays soit à l'abri de toute tentative de déstabilisation par une autre puissance géostratégique usant de tactiques alimentaires? Ce conflit montre aussi les risques que présente une dépendance trop importante en denrées alimentaires étrangères. Monsieur le ministre, la souveraineté alimentaire française est-elle en ce sens assurée? Considérez-vous que notre pays soit aujourd'hui dans une situation lui permettant l'autonomie stratégique alimentaire? Autrement, de quel pays dépendons-nous le plus sérieusement en ce qui concerne l'approvisionnement alimentaire? Monsieur le ministre, je vous remercie. Merci. Et enfin, la parole est à Vincent Bru. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, je vais revenir moi aussi sur le dérèglement climatique et ses conséquences qui risquent d'amoindrir les espaces cultivables en France. Incendies, sécheresses, inondations, pluies torrentielles. L'agriculture et l'élevage deviennent de plus en plus des activités très difficiles dans beaucoup de nos départements. Dans ce contexte, ma question porte sur notre capacité à conserver notre souveraineté alimentaire. Dans le cas où nos espaces agricoles exploitables seraient amenés à se réduire ou à réduire leur productivité, comment pourrions-nous compenser ces pertes sans dépendre davantage des importations? Je vous remercie. Merci. J'ai été saisi d'une dernière question. La parole est à Michel Martinez. Elle était prévue, mais bon, c'est pas grave. Merci, Monsieur le Président. Donc, en préambule, Monsieur le Ministre, puisque vous m'avez fait le plaisir de citer plusieurs fois les Pyrénées-Orientales et que vous êtes venu il n'y a pas longtemps à Terrats et à Perpignan, et que vous avez vu à quel point notre territoire était emprunt à la sécheresse suite au changement climatique. Voilà, je voulais juste vous rappeler que nos viticulteurs, puisque vous avez parlé de la vigne, et de ne pas oublier nos viticulteurs et nos paysans.
Petit aparté de député. Donc ma question est la suivante. La guerre en Ukraine a soulevé de nombreux problèmes agricoles, dont un majeur, celui lié à l'engrais. La Russie étant le deuxième exportateur mondial, le conflit a fait flamber le cours de ce produit de fertilisation. La Chine, un premier exportateur, a décidé de ralentir ses exportations afin de ne pas appauvrir ses stocks et de ne pas subir de pénurie, ce qui aggrave les tensions sur le marché. En 2021, le Haut Commissariat du Plan indiquait que la France importait 60% de l'engrais qu'elle consommait. Dans le cas où notre pays devrait entrer dans un conflit de haute intensité, comment la France se projette-t-elle pour garantir suffisamment d'engrais à nos agriculteurs afin d'éviter une crise alimentaire? Je vous remercie. Monsieur le ministre, pour répondre à ces questions et éventuellement apporter un mot de conclusion. D'abord, sur la question des volailles, j'ai déjà commencé à répondre. La nouveauté, il y avait déjà des volailles ukrainiennes sur le sol. Et la conjonction de la baisse des droits de douane plus de la crise chez nous a produit ça. Moi, il me semble qu'on a un sujet à poser sur la table, c'est un sujet aussi d'information du consommateur et d'étiquetage. Européen ou national, peu importe, en l'occurrence, que je pense que le sujet, il est là. Y compris avec la question qui a été posée tout à l'heure, de quand même pouvoir vérifier qu'on ne vend pas de l'européen quand c'est extra-union à 27. Je pense que la transparence, elle a son intérêt sur le sujet. Ça me permet de dire une chose, au passage, ça peut être l'objet d'un débat entre nous, c'est la question du bien-être animal. C'est un sujet légitime de préoccupation, d'ailleurs, que je partage, contrairement à la caricature qu'on fait de mes positions là-dessus. En revanche, si c'est pour en rabattre sur la souveraineté et la sécurité alimentaire, c'est non. Je le dis très clairement. Parce que je ne laisserai pas d'autres que nous nourrir nos frontières à l'extérieur de l'Europe au motif simplement du bien-être animal. Je le regrette. Il y a un certain nombre de pays qui demandent des animaux vivants, qui nécessitent du transport, qu'on essaie de travailler, et on partage ce point de vue, sur l'amélioration des conditions, avec du bon sens que vous avez, que l'on partage, oui. Mais si à la fin, c'est Poutine qui va encore continuer à nourrir l'extérieur de nos frontières, parce que nous aurions les mains propres, mais nous n'aurions plus de mains, ça me pose une difficulté. C'est la limite de l'exercice, d'ailleurs, me semble-t-il, et la nécessité que nous avons collectivement de sortir de la naïveté. Deuxième élément sur la question, qui est posée par Mme, de la question du modèle agricole. Alors, j'aime beaucoup les chercheurs, et cette précaution de langage étant prise, montrez-moi celui qui va vous expliquer qu'on peut faire sans fertilisation l'agriculture. Enfin, je vous assure qu'il y a besoin de fertilisation, ce qu'on appelle des engrais. Mais les engrais, ils peuvent être de différentes natures. Mais il n'y a pas d'agriculture sans engrais. Il va falloir qu'on se le mette sans fertilisation. Non mais on est d'accord. Mais vous dites on peut faire sans engrais. Les engrais, ne nous obsédons pas sur les engrais. Ils peuvent être minéraux ou organiques. Mais il va falloir qu'on se le dise. Deuxième élément, je veux bien qu'on fasse les grands soirs et les grandes bascules sans les phytos. Mais on va vite collapser. C'est-à-dire que ce qui se passe aujourd'hui en France, y compris les débats que nous avons avec le monde agricole, c'est quand même la capacité que nous avons eue à priver les agriculteurs que français d'un certain nombre de produits parfois. Et à ce moment-là, on ne produit plus. Parce qu'on n'a pas forcément les techniques alternatives. Pas forcément. Et je ne dis pas qu'on ne les trouvera pas. Je dis juste qu'il faut... Mais nous sommes sans doute le gouvernement qui aura mis le plus de moyens sur ces questions-là. Je le répète, 250 millions d'euros, personne ne l'a fait avant nous. Donc moi, je suis très, très à l'aise. Mais vous savez, parfois, la recherche médicale cherche depuis 40 ans des vaccins, depuis 50 ans sur des maladies, et on n'a pas toujours trouvé. Et parfois, en conscience, il faudra dire on n'a pas trouvé. Je comprends l'impatience, mais quand j'ai entendu quelqu'un dire sur la betterave, il y a 3 ans, on a trouvé la solution, quand on a pris le premier PET, on a perdu 40% de production. Bon, donc ça ne marche pas aussi. C'est compliqué, notre truc. Mais il faut chercher, je suis d'accord avec vous. Mais il faut qu'on cherche pour pouvoir trouver des éléments importants d'alternatives. Ecophyto, je répète, la suspension, c'était pour travailler sur l'indicateur. La position du gouvernement a été donnée sur l'indicateur. Ça ne rabat pas sur les ambitions. Je vous assure que les programmes de recherche n'ont pas été interrompus pendant un mois, ni à l'INRAE, ni dans les instituts techniques, et qu'on dépote. Parce que moi, mon intérêt, c'est qu'on trouve des stratégies alternatives, et qu'on ait une stratégie de réduction des phytos, en particulier ceux qui posent le plus de risques, parce qu'à terme, ils seront à un niveau ou à un autre, ils seront sortis
Donc, il vaut mieux préparer les agriculteurs plutôt que de les mettre au mur. Il me semble que c'est un élément important. Oui, on a besoin, et je partage la nécessité de se coordonner avec les collègues de la défense sur un certain nombre de sujets. Ça, je pense que ça fait partie du travail que vous menez, au fond, qui va nous inciter collectivement à se dire quelle est la résilience qu'on organise. Monsieur Rancoul, oui, il faut nourrir le peuple, mais vous qui êtes d'une terre viticole, éminemment viticole, si j'ai bonne mémoire, c'est pas à la carte, en fait, le commerce. Si jamais je prive l'Aude, puisque c'est votre département, de toute capacité d'export, parce que ne croyez pas que si vous dites, moi, je veux pas des produits... Non, mais alors on peut fermer les frontières avec les Espagnols aussi, mais vous me direz ce qu'on fait des vaches. Mais ce modèle qui consiste à faire, française, qui passe la frontière espagnole, ce modèle qui consiste à faire, dès que j'ai un problème, je rentre en conflictualité, à la fin, c'est la mort de l'agriculture française. Regardez la courbe. Les céréales, le lait, le vin, les fromages, l'orge, si on fait, entre guillemets, la guerre économique avec tout le monde, qu'on essaie d'avoir des... Oui, mais vous dites, le vin espagnol, il vient. Bah oui, il y a le vin espagnol qui vient. Parlez-en aussi aux gens qui, peut-être en France, ne sont pas des passagers clandestins aussi. Vous voyez ce que je veux dire? Et qui profitent des périodes de crise sur le dos des viticulteurs audois ou français. Parce que, vous voyez ce que je veux dire? Tous les opérateurs français ne sont pas des opérateurs qui maximisent leurs profits. Donc ceux-là, je les ai à l'œil, pour être clair avec vous. Donc ce n'est pas que la faute aux Espagnols. Parce qu'après, une fois qu'on dit c'est la faute aux Espagnols, on sera bien content le jour où on dira les bovins, ils ne partent plus. Le jour où on dira le blé dur, j'en veux plus. Le blé tout court, j'en veux plus. Et on aura gagné quoi, en fait, dans cette guerre? On aura donné exactement ce que voulait Poutine, c'est-à-dire la guerre de l'Europe contre elle-même. Et je ne suis pas sûr que vos viticulteurs audois y auront gagné quelque chose. Après qu'on ait besoin, dans les accords internationaux, de regarder ce qui fait qu'il y a des filières qui sont plus handicapées que d'autres. Les ovins ou les bovins, parfois. Mais le CETA... c'est bon pour l'agriculture française. On peut le mettre dans tous les sens, on peut l'écrire la phrase dans tous les sens. C'est 200 millions de plus d'exportation française. C'est un fait. C'est un fait avéré. Bon, il y aura des votes bientôt, mais il faudra que les gens qui votent contre, ils aillent devant les producteurs laitiers expliquer qu'ils se sont privés de 200 millions d'exports. Pas de problème. Mais il faut que chacun assume. Parce que moi, je ne suis pas un libre-échangiste, pardon de l'expression, écheuve, parce que des fois, ça peut... Bon. Bref, je ne suis pas un tenant du libre-échange, je vous vois déjà rigoler, ça peut faire la phrase de la soirée. Acharné. Mais on a besoin de commerce. Pardon, on a besoin de commerce plus équilibré. Mais l'Aude est un pays d'export. Oui. Et oui, mais après, on peut essayer de trouver des solutions, mais le commerce, c'est j'importe, j'exporte. Sinon, ça ne marche pas, notre truc. Et sinon, on aura une difficulté, pardon d'avoir fait cette digression, mais c'est un sujet important. Deuxième élément, ça me permet de dire sur les sujets. Tout à l'heure, on disait Poutine désorganise les marchés des céréales, où les agriculteurs payent parfois un peu et ont le sentiment d'être les seuls contributeurs. L'inflation, c'est la guerre en Ukraine. L'inflation, ce n'est pas de l'inflation de surchauffe économique. L'inflation qu'on a eue... non, mais ce sursaut inflationniste, c'est simplement l'énergie mise dans le tube. Parce que comme on est très énergivore, et qu'on a besoin de sortir de cette souveraineté, quand vous mettez une augmentation des prix du pétrole, du gaz et du reste à ce moment-là, bah vous le retrouvez dans toute la chaîne de production, parce que les bouteilles, du fitou et tout le reste, ça dépend quand même un petit peu d'énergie. Donc cette crise inflationniste, elle doit nous informer, nous édifier. Donc je pense qu'on a besoin, Monsieur le Président, de penser la chaîne de production globale. C'est-à-dire le prix du gaz en Russie, ça a des effets sur le prix de ma bouteille de vin à la fin. Et donc, ça finit par coûter cher. Et je finis avec les trois dernières questions. Sur la question des territoires, oui, la question posée par Jean-Pierre Cubertafond sur la question des stabilisations. Il y a une stratégie, une vraie stratégie russe, c'est déstabilisation des marchés, déstabilisation des territoires, déstabilisation européenne. Et reconnaissons qu'il faut être très vigilant là-dessus. Je n'ai pas aimé les mesures unilatérales des Polonais fermant leurs frontières parce qu'ils étaient débordés de céréales et du reste, parce que je considère que c'est dans l'espace européen, mais l'impératif européen, c'est que l'Europe réponde et laisse pas les Polonais, que la Commission laisse pas les Polonais 8 mois face à ce problème en leur disant mais non, c'est qu'un sujet à l'échelle macro-européenne, il y a peu de céréales. Et ça, il y a une stratégie de déstabilisation très claire vis-à-vis des Ukrainiens. Je rappelle que si les Russes avaient gagné la guerre dans les 2 premières semaines, ils auraient la main en termes de puissance agricole sur la capacité à mettre le feu au monde.
Donc c'est ce qu'a dit Geneviève Dariussec. Et donc cette vigilance-là, on a intérêt à ce qu'il n'y ait pas de sauter. On ne peut pas regretter le monopole parfois américain ou chinois ou autre et pas s'inquiéter d'un monopole russo-ukrainien. Donc on n'a pas intérêt du tout à ça, mais vraiment pas intérêt. Parce que sinon, ça va vite déstabiliser. Et donc ça permet de construire, c'est comme ça qu'on va construire notre autonomie stratégique alimentaire. Et qu'on puisse décider de ce qui relève, pour moi, les fertilisants, pour moi, globalement les céréales, parce qu'elles sont en début de chaîne de production, y compris pour la viande. Tout ça, c'est des éléments extrêmement sur lesquels il faut être extrêmement vigilant. Monsieur Vincent Bru a parlé de la question des espaces cultivables. Alors oui, on a deux sujets, il y a trois sujets. Celui qui a été évoqué par votre collègue tout à l'heure, c'est l'accaparement des terres, pas en France, mais ailleurs, arables. Parce que ça, c'est quand même un sujet de souveraineté pour les pays qui vont être victimes de ça. Et donc une puissance agricole qui, pour la première fois, sera portée par-delà les frontières. Quand même un sujet un petit peu... Deux, on a un risque, me semble-t-il, de perte de surface. Alors, ce n'est pas de perte de surface vraiment, mais c'est de terres qui ne soient plus capables de... Et c'est là qu'on a besoin de construire territoire par territoire de la résilience. Je ne suis pas sûr qu'on soit encore en stade en France, compte tenu à date du règlement climatique, mais ça peut être devant nous assez compliqué. Je ne suis pas sûr qu'on en soit là, mais ça veut dire qu'il faut quand même changer des modèles quelque part dans un certain nombre de territoires. Il y a des endroits où on ne fera plus la même chose. On se le dise. Il faut qu'on essaie de trouver le modèle, y compris le modèle agroalimentaire qui va avec. On ne pourra pas faire exactement ce qu'on faisait depuis 50 ans chez nous. Mais ça n'est pas on ne fait plus d'agriculture. On fait quelque chose qui puisse, dans le dérèglement climatique et le dérèglement des températures, évoluer différemment. Puis un troisième risque, c'est ce qui n'est pas un risque principalement européen, mais vous avez beaucoup de territoires où les terres sont devenues non fertiles, compte tenu surpâturage, surexploitation, érosion. Nous, on a un petit sujet érosion dans certains départements. Parce que les pluies abondantes ou brutales font de l'érosion. Donc on a besoin de travailler sur les sujets d'érosion. En particulier, c'est le sujet principal chez nous, de la perte physique des terres. Mais il y a beaucoup de pays qui sont en train de... Quand vous êtes des pays immenses, je me souviens, quand j'avais été en Mongolie, on m'avait expliqué que du fait du surpâturage lié au Cachemire, et donc aux chèvres, c'était 20 à 25% des terres qu'on estimait surpâturées. Sauf que dans un pays où il fait moins 20 degrés du 1er septembre au 1er avril, c'est compliqué de recréer de la biomasse. Chez nous, ça se... mais c'est la Mongolie. La Mongolie, c'est 4 fois la France. Peut-être 10 fois la France. Bref, c'est terres immenses. Mais enfin, quand même, il y a un moment, vous voyez, pour tout le monde, et la question pour les gouvernements de Mongolie, c'est d'essayer de reconquérir, d'éviter un surpâturage qui ferait qu'à la fin... Mais ils ont besoin du Cachemire, parce que le Cachemire, c'est quand même leur richesse principale. Donc, vous voyez, c'est là qu'on a des équipes compliquées. Et cette usure des terres agricoles pour des raisons surpâturage ou autres, c'est valable dans beaucoup de continents. Et donc, c'est pour ça que je fais cette digression par rapport à votre question initiale. Ça va être un sujet. Chez nous, c'est plutôt un sujet un peu climatique, enfin, un peu pas mal climatique, et un peu érosion, mais il faudra être vigilant sur la question de l'érosion, parce qu'évidemment, c'est un élément... important. Madame Martinez, j'ai oublié votre question. D'abord, j'ai entendu qu'il ne fallait pas oublier les viticulteurs. Je n'avais pas l'impression d'avoir oublié les viticulteurs dans les Pyrénées-Orientales. D'abord, j'oublie personne dans les Pyrénées-Orientales, parce que c'est un peu une obsession depuis que je suis arrivé, une obsession d'emmerde, si je peux dire, que j'essaie de lever les unes après les autres. Et la question d'après, c'était quoi? Le quoi, le pardon? Sur l'engrais. Oui. Ce que j'ai dit tout à l'heure, ça revient à ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on a besoin... il faut qu'on identifie ce qu'on a commencé à faire, parce que je vous dis qu'on va travailler sur un plan de souveraineté engrais, les secteurs stratégiques qui fait que si jamais on n'a pas, on a un vrai problème de production. L'engrais est un élément absolument central pour moi. Les outils de biocontrôle, les phytos, c'est un objet... les semences, c'est un objet absolument central. J'ai aucune intention que ce soit d'autres que les Européens ou la France qui tiennent les semences. On a des leaders mondiaux, il va falloir qu'on les aide, vraiment. Et qu'on les aide plus qu'on les ennuie, pour ne pas dire un autre mot. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que ça, détenir la semence, c'est détenir la propriété de la semence. Et je préfère que ça soit sur le continent à 27 qu'ailleurs. Quel que soit le ailleurs. J'aime tout le monde, mais enfin, personne n'a des intentions naïves dans cette affaire-là. Et donc, c'est là qu'il faut qu'on identifie un certain nombre de choses. Monsieur le Président, puisque vous m'avez invité à faire un mot de conclusion, je voulais juste vous dire merci.
Comme vous l'avez vu, il me reste encore un peu d'énergie. 2, ça mérite sans doute qu'à un moment ou un autre, on puisse faire, y compris parce que vous allez rendre des conclusions et dire un peu ce qu'il faudrait qu'on fasse, qu'on puisse approfondir un certain nombre de sujets. Et nous, le chemin qu'on aura fait dans l'intervalle de vos discussions, puis ça m'invite à travailler ce que je fais régulièrement, mais un peu plus avec mon collègue Le Cornu, parce que je pense que cette question-là, elle est un peu émergente, beaucoup émergente, et elle nécessite sans doute d'accélérer un peu sur un certain nombre de processus pour que chacun y voit clair. Merci en tout cas de votre présence. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre, pour cette audition très éclairante et votre tour de vue géopolitique. Je pense qu'on est rassuré de voir la prise en compte des sujets de défense au sein de vos travaux et on vous encourage à poursuivre vos efforts. Effectivement, on pourra vous proposer peut-être d'ici quelques mois de venir à votre rencontre au ministère avec des députés et des représentants de tous les groupes pour approfondir potentiellement ces sujets et faire un point de situation. En tout cas, vous pourrez compter, je pense, sur chaque député de la Commission de la Défense pour mettre en avant l'argument de souveraineté pour soutenir notre agriculture et les transformations qui s'en posent. Mes chers collègues, prochaine audition demain à 9h30 avec le secrétaire général à la Défense et la Sécurité nationale. Bonne soirée à tous.